C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 14e épisode du balado Une invention sans avenir, le podcast qui te donne des arguments bien de gauche pour répondre à ton tonton réac quand il parle de cinéma, de séries télé et bien plus encore. 14e épisode et... Deuxième saison. Eh oui, premier de la saison. Je sais plus comment on doit compter, Raph. Je suis un peu perdu. On s'en fout. On va dire que c'est la deuxième saison, voilà. Parce que ça, comme ça justifie qu'on ait fait une pause de 2 mois. C'est ça, ouais. Une bonne grosse pause pour 3 mois. Ouais, c'est ça. Il y a eu l'été, puis il y a eu la rentrée comme d'habitude. Une invention sans avenir, le podcast des profs qui n'ont pas de temps au mois de septembre. Mais c'est comme ça. Bon, le profcast. Ouais, c'est exactement ça. Et pourquoi on l'a jamais fait? Bon, cela dit, pour commencer solidement cette deuxième saison, on a convoqué une équipe de piliers du podcast, l'équipe A de Une invention sans avenir. À 3, il et elle cumulent plus d'heures de présence dans le podcast que certains députés RN à l'Assemblée nationale, peut-être même que tous les députés réunis. Raph, Alice et Arkani sont avec nous. Salut! Salut! Bonjour! Salut! Et Raph, je commence avec toi, co-créateur, on le sait avec moi de ce podcast, docteur en cinéma et depuis peu, maître de conférences en études cinématographiques. Ouh, ça claque, hein? Ça claque. Donc on t'appelle maître ou docteur? Les deux, maître docteur. Maître docteur. Et puis, du coup, il va falloir que je fasse payer plus cher ma présence dans le podcast, là. C'est ça, hein? Je multiplie par 2, ça te va? Ça fait toujours 0, du coup. C'est bon, moi je suis pour ça. Un islamo-gauchiste woke de plus à l'université française, Raph. Très fier de représenter la team. C'est bon. Bon, t'as fait quoi cet été depuis le dernier épisode, il y a quelques mois déjà? J'ai essayé de tout faire sauf préparer mes cours. Comme ça, on est dans le thème, quoi. Comme tous les profs, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah non, mais c'est cool, je suis reposé. Puis maintenant, on est en forme pour aller attaquer une nouvelle saison de Cancel Culture Magazine, là. Exactement. Alice, toi aussi, comment ça s'est passé ton été, ta rentrée de prof de philo féministo, Sandrine Rousseauiste infiltrée? Oh waouh, Sandrine Rousseauiste, je sais pas, mais ça s'est bien passé. J'ai passé l'été à me demander comment je pourrais rendre mon programme de cours le plus light possible pour caler le plus de journées de grève possible. Ça commence bien. On en est déjà à 2, donc voilà. C'est bien, c'est un début. Ouais, puis aller au cinéma, parce que là, c'est cool. Depuis la rentrée, il y a pas mal de trucs sympas, donc ça va, c'est une bonne rentrée. Et ça fait du stock pour des chroniques pour toute l'année. C'est ça qu'on veut. Très grosse rentrée ciné, ouais, c'est clair. C'est clair. Arkani, à part publier une vidéo avec des extraits de tubes de l'été que j'ai encore dans la tête aujourd'hui, comment s'est passé ton été? Alors déjà, pour cet épisode, je vais être renommé Arkani Cancel. Arkani Cancel. Et sinon, non, j'en ai profité pour préparer de nouvelles vidéos sans tube de l'été et Cancel RRR, le film indien dont tout le monde m'a parlé. Oh là là. C'est vrai qu'il a même reçu des prix dans les derniers mois. Ouais. Il y a même des youtubeurs anglophones ciné qui en ont parlé. Non, c'est plutôt un gros succès quand même. J'ai à peine eu le temps d'avoir envie de le voir et tu l'as déjà cancel, quoi. Ah là là. J'ai même pas pu profiter de la hype. C'est terrible. Je vais renommer ma chaîne Cancelidospop. Oh. Ça se tient. Bah, quant à moi, mon été, ça s'est passé avec des bébés, hein. Chacun reste bien dans son thème. Ouais, clairement. Mais non, maintenant, ils vont à la garderie et je suis allé 3 fois au cinéma depuis la fin du mois d'août. C'est 3 fois plus que les 12 derniers mois. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis content. Bravo. Bien joué. Pas mal. Ouais, pas mal. Tu te sentais en mal de légitimité pour faire cette émission, c'est ça? Non, et heureusement qu'on n'a pas besoin d'aller uniquement au cinéma pour voir des films et des séries, parce que sinon, oui, là, j'aurais arrêté le podcast depuis longtemps. On voit rien, tout le monde le sait, on fait semblant. Ouais. Mais bon, j'ai rattrapé mon retard. J'ai vu des bons films que tout le monde avait vus il y a 6 mois, mais c'est cool. Cet été aussi, j'ai profité des balades en poussette que j'ai faites avec mes jumeaux pour réécouter une intégrale de la saison 1 du podcast. J'ai bien rigolé, je dois dire. Mais ça m'a pas mal inspiré le thème du jour. On s'est dit, et on est déjà dedans, vous avez compris, n'ayons pas peur de creuser nos propres obsessions. Allons-y avec un thème très
sans avenir. Et puisque c'est l'un des mots qu'on a sans doute prononcé le plus souvent dans toute cette saison 1 et déjà depuis le début de cette émission, le thème d'aujourd'hui est le mot, le concept, le terme de cancel. J'avais même renommé il y a quelque temps le podcast qui cancel tout et bien plus encore. Fait qu'on, voilà. On donne le ton. On cancel tout ici, des films, des cinéastes, des youtubeurs et même des trucs un peu plus inattendus comme des mots ou des idées ou des expressions. C'est arrivé souvent. Est-ce bien raisonnable de cancel tout ça? On parle de tout, de cancel aujourd'hui, de la cancel culture ou en français la culture de l'annulation ou culture du bannissement, ça dépend d'ailleurs. Et puis, vous allez voir, je préviens tout de suite, on va s'attaquer à quelques gros morceaux. Mettons donc quand même un petit avertissement de contenu choquant d'emblée, même si on va faire attention, ça se peut quand même, faites attention. Oui, et puis un avertissement aussi, si vous voulez voir des films bien, c'est pas ici qu'on va en parler. On va parler que de trucs qui craignent du cul. Voilà. Ouais, c'est pas l'épisode où il y aura le plus de conseils de films à regarder, mais on essaye de réfléchir ensemble à tout ça. Bon. Qui pour cancel en premier? Comme souvent, c'est Alice qui se charge de planter avec nous quelques bases, peut-être même de faire des catégories, allez savoir, pour la saison 2, je sais pas. Alice, alors, on cancel tout? Oui ou non? Eh bien, non. Voilà. Parce que comme on a trop cancel depuis, voilà, j'ai décidé que j'allais dire non maintenant. Petite surprise du jour. Alors ouais, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait des réalisateurs, des acteurs violents, harceleurs, violeurs? Est-ce qu'il faut les cancel? Le problème, c'est que potentiellement, c'est tous les hommes. Je fais un all-men, comme ça, cash. Allez, c'est bon. Donc, j'ai un peu changé de posture, en vrai, depuis quelque temps. Ça peut paraître surprenant, mais en tant que féministe, je ne m'étonne plus. Quand il y a des accusations de viol, de harcèlement, je m'y attends toujours. Pour tous les hommes publics. Et donc, je cancel plus forcément, parce que sinon, je cancel tout le monde. En fait, c'est pas un problème individuel, c'est un problème de société, c'est le patriarcat, c'est la culture du viol, on est dedans tout le temps, et tout le monde y participe. Donc la question devient, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec les hommes, qui ont été éduqués comme des hommes, et donc qui se servent, pour reprendre une expression de Sandrine Rousseau, je crois, qui se servent, qui arrivent, qui sur la table, et qui se servent des femmes, qui se servent des enfants, c'est leur culture, c'est leur éducation. Eh bien, j'ai arrêté de penser qu'il faut complètement que les hommes se retirent de la vie publique quand on découvre des choses sur eux. Déjà parce que c'est trop facile. Ça évite de se remettre en question, ça évite de s'excuser, ça évite de traiter le problème. Et puis aussi parce que on a quand même besoin des autres compétences des hommes et surtout de leurs privilèges. Donc, une populaire opinion, moi je pense qu'il faut que Coquerel reste à l'Assemblée, mais qui s'excuse, qui s'amende, qui paye les thérapies des personnes à qui il a fait du mal, qu'il en parle, qui soit obligé de devenir quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet, ou qui gère et qui change. Donc du coup, est-ce que la situation est la même dans le cinéma? Est-ce que on va ne pas cancel non plus les films? C'est un peu plus compliqué. On arrive évidemment au marronnier. Est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? On l'aime bien celui-là, on l'aime bien. On l'aime bien. Là aussi, tu vas dire que non, finalement. Et non. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Là, je vais être obligée de faire tes catégories. Vous me venez venir à 10 km. Putain, on y avait échappé jusque-là. Bon, je pense qu'il y a 2 cas de figure, voire 3. Le premier, c'est le cas où la violence des hommes se lie dans leur œuvre. Et le second, c'est celle où elle ne s'y lie pas. Alors si la violence ne se lie pas dans l'œuvre, souvent c'est de la violence morale, du harcèlement au travail, des actrices et des acteurs poussés trop loin sur le tournage. Je pense que on a tous et toutes des anecdotes en tête. Piala, Joss Whedon, Tarantino, Hitchcock, des réalisateurs qui se comportent mal, qui harcèlent, voilà. Alors là, ça se voit pas forcément dans le film. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi je dirais là, on cancelle pas. Mais on attend une reconnaissance, des excuses, des engagements de la part du réalisateur. Et je trouve ça toujours plus fort, un homme qui s'en rend compte et qui dit qu'il a merdé, voire qui change un peu le reste de sa carrière, qui fait des films différents, etc. C'est intéressant.
Par contre, la violence qui se lit dans l'œuvre, là, c'est quand même un peu plus compliqué. Hein. Surtout les hommes qui se sont inspirés de leur propre violence pour créer, qui se sont nourris de leur vie violente. On peut penser, alors c'est pas dans le cinéma, mais à Picasso, avec tout ce qu'on a découvert récemment, ça a été pas mal rendu public par des podcasts super intéressants. Mais en fait, l'œuvre de Picasso, il peint les femmes à qu'il a quittées, il les détruit par l'art, il les déconstruit pour leur faire subir une espèce de violence symbolique par sa peinture. Ah, il se venge vraiment en les peignant, quoi. C'est ouf. C'est pas la même chose, je trouve. Ou aussi les hommes qui se servent de leurs films pour chouiner ou diffuser leur misogynie. Bon là, j'imagine que vous savez à qui je pense. Je pense que quelqu'un d'autre en parlera un peu plus tard dans le podcast. Ah bon? Donc, ça va être difficile à éviter. Dans tous ces cas-là, je pense qu'on peut cancel parce que c'est trop dangereux. Et c'est trop pénible à voir, ou alors ça véhicule de la violence, ou alors ça la normalise. Et du coup, c'est l'art qui participe à diffuser la culture du viol ou la culture misogyne ou le patriarcat. Donc là, bon, peut-être que c'est mieux qu'on voit pas ces films. Alors évidemment, on parle pas de censure, hein, mais peut-être plutôt de diffuser les discours et de faire comprendre aux gens pourquoi ces films ils sont dangereux. Alors après, j'avais dit 2 catégories, voire 3. Je pense aux films où la violence se lit dans l'œuvre, mais qui sont quand même intéressants à étudier. Je pense aux films de l'histoire du cinéma. Il y aurait des trucs intéressants. Alors là, on cancelle pas, mais on contextualise. C'est la solution qui a été proposée par pas mal de gens depuis quelque temps. Je sais pas si vous vous rappelez de la polémique sur Autant en emporte le vent. Eh oui. Oui, évidemment, à chaque fois, toute la droite finit par dire oh là là, la gauche, ils veulent censurer, ils veulent nous cancel, ils veulent tout. Alors non, personne n'a jamais parlé d'interdire ces films-là, mais peut-être de mettre un petit avertissement sur le site qui diffuse le film. Avertir, expliquer, mettre des trigger warnings. En fait, c'est super important que les personnes concernées sentent que la cinéphilie prend au sérieux les discriminations qu'ils et elles subissent ou ont subi. Et je trouve que ce serait grave que les personnes racisées pensent que le cinéma occidental se fout d'eux. C'est un peu le cas, en vrai. Oui, en vrai, c'est un peu le cas, ouais. Donc, faut faire des efforts sur ce sujet-là, des efforts vachement importants pour rendre visibles ces luttes et ces questions-là. Alors j'en arrive à un autre problème, qui est le terme problème, le terme problématique, qui est un terme aussi qu'on entend beaucoup. Et que nous on dit beaucoup aussi. Hein, et que nous on dit beaucoup, complètement. Alors je me suis un peu demandé quoi faire de ce terme. Déjà parce que en philo, problématique c'est plutôt un mot positif. En fait, nous on adore les problématiques. Parce que une problématique, c'est quand on explique qu'il y a un paradoxe, qu'il y a une contradiction et que du coup ça va nous permettre de réfléchir. On adore, les philosophes, ils adorent faire des phrases problématiques ou paradoxales parce que du coup on se dit mais que veut-il dire, comment on peut résoudre ça? Et ça veut dire que c'est clivant. Ça veut dire qu'il y a 2 manières de penser qui sont irréconciliables et c'est bien aussi de dire ça, qu'il y a des manières de penser irréconciliables et qu'on va pas mettre tout le monde d'accord. Donc problématique, je dirais pas que c'est un mot qu'il faut cancel. Mais le problème c'est que c'est un peu un fourre-tout depuis quelque temps qui va réunir autant une actrice qui une fois il y a 30 ans a fait une yellow face qu'un homme qui a violé 20 femmes et ça me gêne un peu en vrai qu'on dise problématique pour tous les trucs quelle que soit la gravité même si tout est grave évidemment, enfin il y a quand même des questions de Oui, mais tout est pas au même niveau. Ouais. Non, je pense pas. Donc il faut être un peu plus précise et peut-être abandonner le terme pour dire à chaque fois ce qu'on reproche précisément à un film, à un acteur, à un réalisateur. Alors pour vous, petit cadeau, j'ai revu un film hyper problématique que j'avais beaucoup aimé à mon premier visionnage quand j'étais ado ou étudiante, je sais plus. Il s'agit des Valseuses de Bertrand Blier. Je me suis dit, s'il faut voir un film problématique pour voir si c'est important, le mot problématique et tout, regardons celui-là. En plus, que tu crois que t'aimes bien, en plus, donc du coup... Ouais, c'est ça, je me dis, je l'aime bien. Enfin, après, je sais pas, je l'ai revu, vous savez pas encore si je l'ai bien aimé. Mais en tout cas, je l'avais bien aimé. Il date de 1974. Pour celles et ceux qui auraient pas eu le plaisir de voir ce film. Vous l'avez vu, vous, d'ailleurs? Ouais. Et non. Moi, je l'ai jamais vu, ouais. Et pourtant, j'ai vu quasiment tout de Blier. Ce qui est paradoxal. Il y a beaucoup de trucs que vous connaissez déjà, je pense, du film, parce qu'il y a plein de phrases cultes et tout, mais c'est quand même un gros morceau du cinéma français comique de l'époque, quoi. Ouais, en fait, c'est l'histoire de 2 amis joués par Gérard Depardieu et Patrick Devers qui sillonnent les routes françaises en faisant plus ou moins tout ce qu'ils veulent, donc du sexe avec toutes les meufs qu'ils croisent, des vols de voitures en continu, des petits braquages, des agressions.
mais dans une bonne humeur folle. Ils sont super contents, leur bonne humeur est hyper communicative. Alors, assurément, le film est carrément problématique. Hein. Il l'est tellement qu'on finit par presque plus voir le sexisme ordinaire qui nous aurait fait hurler dans des films là récents. En fait, là, il y a tellement de trucs, à tellement de niveaux. C'est hallucinant. En plus, le film, il commence par une agression sexuelle, non ? Ouais, première scène, agression sexuelle. Ouais, ça me pose le décor, quoi. Carrément. Mais par contre, il est hyper drôle, ce film. C'est-à-dire, j'ai vraiment rigolé tout le long. C'est un peu un concours de vannes en continu. Depardieu, il vanne tout le monde. Il joue super bien dans ce film, même si je suis pas du tout fan de l'acteur, mais il y a des expressions qui sont désuètes parce que le film date, mais je pense qu'il en fait aussi des tonnes. Je pense pas que tout le monde parlait comme ça à son époque. Et franchement, toutes les phrases qu'il dit, c'est un mème. T'as envie de faire un mème avec tout le temps. C'est trop drôle. Pas seulement les phrases super connues, mais plein, quoi. Alors, du coup, dire que le film est problématique, je pense que ça suffit pas. Même si il coche toutes les cases du bingo, il est misogyne, il y a de la violence envers les femmes, il y a du harcèlement, des agressions sexuelles, il y a de la pédophilie un peu banalisée, il y a de l'homophobie. Je crois juste qu'il est pas raciste. Bon, voilà. C'est parce qu'il y a pas de noir. C'est ça. Ouais, du coup, il est raciste, en fait. Ouais, par défaut. Non, c'est terrible. Le film est assez ambigu sur certains points. Les femmes ont quand même une place importante. Il y a beaucoup de femmes, elles résistent, elles cautionnent pas du tout l'attitude des deux gars, et elles luttent carrément pour leur survie. En fait, quand on est une femme et qu'on voit ça, on se dit ah ouais, franchement, elles luttent, c'est bien représenté, elles sont pas du tout dans le délire des deux, elles se laissent pas faire, etc. Et le film est quand même agréable à voir. Voilà, c'est une bonne comédie. Donc en vrai, je suis presque à le conseiller. Parce que je me suis demandé si on pouvait pas partitionner un peu son goût. Genre dire j'ai aimé mais je cautionne pas ça. C'est un truc que j'avais ressenti quand j'ai vu The Batman de Matt Reeves, là le dernier Batman. Je suis sortie du film, je me suis dit si j'étais un homme blanc cis j'aurais adoré. C'était génial quoi. Je me suis mis dans la tête, je me suis dit mais c'est trop bien, l'ambiance elle est cool, l'esthétique elle est géniale, mais franchement il y a pas c'est un peu nul le personnage féminin, il y a très peu de femmes, enfin c'est quand même un peu problématique sur ces questions-là. Genre le film me chie à la gueule mais il le fait bien quoi. Ouais, c'est ça. J'ai souvent cette impression avec des vieux films un peu misogynes aussi ou des films qui invisibilisent les femmes, tu vois, je sors, je me dis ouais, c'est génial mais il y a pas de femmes quoi. Donc il y a un problème, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont bien. Alors pour revenir aux valseuses, clairement les femmes sont pas le public cible. Je pense que Bertrand Blier, il a pas du tout pensé que des femmes pouvaient voir son film. Il parle à ses potes. Il a d'énormes points aveugles. Je pense qu'il se rend même pas compte de ce qu'il met en scène parfois. Parce que plusieurs fois dans le film, on voit des femmes mettre en place des stratégies de survie et d'évitement très fines et très réalistes. Et très bien interprétées par les actrices. Et je suis sûre que si c'est conscient pour les actrices, c'est pas conscient pour le réalisateur, quoi. Elles ont repris un peu le pouvoir et elles jouent super bien des trucs que les femmes vivent. Mais c'est pas le sujet du film. Et on l'a déjà dit plusieurs fois dans le podcast, un film c'est pas que un réalisateur. Donc peut-être que la démarche de cancel, ça procède d'une vision un peu auteuriste du cinéma. Peut-être qu'il vaudrait mieux cancel le réalisateur que le film tout entier, parce qu'il pourrait y avoir des trucs dans le film qui sont intéressants et qui sont pas forcément problématiques. C'est pour ça qu'en vrai à gauche on cancel pas tant que ça. Parce qu'on a une vision un peu plus éclatée du problème. Le dernier questionnement que j'ai eu sur les films problématiques, c'est est-ce qu'on peut regarder ça par plaisir ? Pas malgré le problématique, mais pour le problématique. Genre une sorte de plaisir du nanar, mais pas le nanar technique, genre c'est mal fait, mais le nanar, genre c'est tellement problématique, c'est abusé. C'est quand même un truc de prof de philo. Hein. On aime voir la problématique. Ouais, c'est peut-être ça. En fait, c'est pas tant un truc de prof de philo que, en vrai, j'ai ressenti ça plein de fois. Oui. J'adore 50 Shades, j'adore Twilight, j'adorais revoir Indiana Jones 2, mais pas malgré le problématique, j'adore regarder à quel point c'est abusé. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est une sorte de catharsis, peut-être c'est une sorte d'exutoire, je rigole du film et pas avec le film, et à chaque fois je me dis mais c'est chaud, c'est hallucinant d'être allé aussi loin. Genre dans Twilight, je rigole à chaque instant du fait que le film ait osé être aussi malaisant et mormon. Genre, je suis désolée, je spoil un peu, mais le scénario qui punit Bella en lui mettant dans le bide un enfant démon pour la punir d'avoir eu des relations sexuelles avant le mariage, c'est énorme. Est-ce qu'on peut faire plus problématique que ça, plus mormon, plus... Bah moi, ça m'éclate.
Dans 50 Shades, le gars, il est tellement toxique, le milliardaire, qu'il a demandé à la police de géolocaliser sa copine pour l'empêcher de boire trop, et après aller la chercher avec son garde du corps au bar. C'est abusé. Donc moi, je regarde ça, je trouve que c'est incroyable comme c'est abusé, ça me fait trop marrer. Mais du coup, je me suis un peu demandé si ça marche seulement si le film est déjà un peu nanar à la base. Parce que c'est quand même pas des très bons films dont j'ai parlé là. Enfin, c'est pas peu de le dire. Est-ce que on pourrait tenter de rigoler du problématique dans les films, mais dans des films sérieux et intéressants esthétiquement? Bah, je sais pas. Question ouverte. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est intéressant, mais ça retourne un peu la lecture du film, quoi. Ce que tu dis, c'est ok, tu ris un peu ou tu réfléchis un peu contre le film, même si t'as rien contre y aller un petit peu au premier degré quand même, parce que... Ouais, c'est vrai. Tu penses que t'aimes quand même un peu 50 Shades ou Twilight au premier degré, ou t'as uniquement ce plaisir de recul? Je sais pas, parce que j'adore vraiment, j'ai envie de le revoir. Après, la bande-son de Twilight est plutôt bien. Ouais, mais c'est même pas... je cherche pas des aspects que j'aime bien, j'aime vraiment l'aspect que j'aime pas. Mais pour des pistes de films, on pourrait rigoler, des films qui sont quand même censés être pas trop mal. Je me suis dit, faut que je me revoie, faut que je vois, parce que j'ai jamais trop vu les vieux James Bond, qui sont censés être horribles, je crois, misogynes et tout. Oh, oui. Mais c'est quand même censé être des pas trop mauvais films, non? Ouais, c'est quand même des films avec des gros budgets, toujours. Il y a des grosses scènes d'action, des gros décors et tout. Est-ce que vous pensez que là, on pourrait rigoler de ça et en fait faire comme si on regardait OSS, mais au premier degré, quoi. En fait, on rigolerait comme on rigole devant OSS 117, mais en fait, on rigolerait devant un vrai truc qui est vraiment problématique et misogyne en vrai. Techniquement, OSS 117.3, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas drôle. Oui, bah voilà. Après, pour avoir revu un vieux James Bond il y a pas longtemps, il y a un côté très kitsch. C'était des grosses productions pour l'époque, mais maintenant, ça fait un peu carton-pâte. Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir Naissance d'une nation au second degré en se marrant de à quel point c'est raciste? Ouais, genre demander à Clémentine, elle qui le connaît par cœur. Soirée, bière, popcorn, Naissance d'une nation, on rigole, on se dit, mais tiens, ils abusent. Bah, peut-être on regarderait une demi-heure, mais pas les 3 heures. Hein. Ouais. Et moi, j'avoue, j'étais un peu dans ce mode-là quand j'ai vu certains trucs, genre des trucs de propagande nazie de Leni Riefenstahl, des trucs comme ça, parce que bah évidemment, c'est un peu mon boulot de voir des films, y compris des films entre guillemets importants, mais pas forcément pour leur qualité, quoi. Et j'étais en mode waouh, mais c'est fou à quel point elle se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire, quoi. Et il y a un côté fascinant, j'avoue. Peut-être nanar, je sais pas, faudrait que je retente, mais fascinant, c'est clair, ouais. Ben, t'as ça déjà avec le cinéma russe, qui a une grosse dimension de propagande, mais qui est premier degré. Ouais. Il y avait eu un film russe en réponse au Marvel qui s'appelait Guardians dans son titre international, et c'est un vrai film de super-héros pris au premier degré, mais avec des éléments extrêmement gênants. Par exemple, l'héroïne principale, sa seule utilité, c'est de se sacrifier. Alors que c'est censé être une super-héroïne avec des pouvoirs. Mais du coup, ça t'a plu? Mais il y a une dimension spectaculaire qui est vachement intéressante. Parce qu'il y a des effets spéciaux qui sont bien faits en plus. Mais avec une retenue il y a beaucoup moins de retenue qu'à Hollywood en fait. Donc quand même, tu apprécies la performance dans la misogynie et dans le... Écoute, j'ai aimé RRR alors que c'est un film potentiellement fasciste. Bah, ouais. Ouais, mais là, t'aimes le film malgré ça, tu l'aimes pas pour ça. Ah non, clairement pas. Non, là, y a que moi qui suis tordu. un peu quand même. T'as 14 épisodes pour découvrir ça. Il y a quand même une catégorie, enfin, une répartition qui émerge dans ce que t'as dit et même dans notre discussion là. C'est la question de l'histoire. C'est est-ce que, en fait, on hérite de l'importance historique des films, auquel cas, dans certains contextes, on est un peu obligé de les regarder par cinéphilie ou parce qu'on est maître de conférence ou un truc comme ça. Il va le placer à tout le temps. On peut pas les cancel au sens où on peut plus les enlever du panthéon de l'histoire du cinéma. Donc, il faut travailler avec. Et les films contemporains, au contraire, on essaye de pas les ériger au rang de classiques s'ils sont problématiques. Désolé, j'utilise ce mot, mais justement pour ce qu'il a de un peu large là. Voilà, encore une catégorisation à faire, quoi. On en a jamais assez, hein. Non. Mais il y a des exemples, parce que peut-être le domaine de l'histoire du cinéma, il est un peu récent, mais si je fais le parallèle avec les études littéraires, en fait, il y a plein d'exemples de livres qui étaient des grands classiques, qui étaient lus dans toutes les classes et qui ont perdu ce statut pour des raisons un peu de ce type-là. Je pense aux auteurs un peu trop cathos, quoi, genre Bossuet, Charles Péguy, tout ça.
il y a encore 60 ans, ils étaient dans tous les manuels scolaires. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout, quoi. Donc, il y a que les vieux profs des prépas parisiennes qui continuent à être fascinés par Charles Péguy. C'est ça. Donc, je pense que ça se peut, en fait, de faire tomber des classiques. Et je sais pas, toi, Raph, mais moi, par exemple, Naissance d'une nation, je le fais pas regarder à mes étudiants, on s'en fout, quoi. Non. Au pire, Intolérance, il est tout aussi efficace si tu veux étudier des trucs de montage, et puis il est moins raciste. C'est ça, on est obligé de faire l'échelle. Voilà. C'est ça qui est atroce. C'est ça, t'es obligé, quoi. Ouais, non, c'était vraiment intéressant. Puis, c'est ça, on va continuer à se poser la question, c'est vrai, est-ce qu'on peut rire rire des films problématiques, mais précisément parce qu'ils se sont moquer d'eux, quoi. Ouais. Mais en les regardant quand même, quoi. Contrairement à la droite qui croit qu'on est tous des petits mecs sensibles, qui sont trop choqués au moindre problème, justement, allons-y, quoi. Voyons-les. Mais ensuite, après, on en parlera, je vous préviens. Ouais. C'est vrai. C'est ce que tu rappelais, Alice. Quand on dit cancel, c'est vrai qu'on utilise ça aussi, ce terme, de manière un peu vague, là. Mais quand on dit cancel, on veut pas que les films soient censurés au sens où ils soient plus montrés, notamment les films de l'histoire du cinéma qui auraient plein d'aspects hyper problématiques. On veut justement, à la limite, mettre en valeur leur contexte, travailler dessus, travailler avec, mais il ne s'agit pas de plus montrer les films, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, toi, Robin, c'est quoi tes valseuses à toi, du coup comment elles vont? tu voulais pas... Non, tu m'as dit j'enchaînerais sur la chronique d'Alice, alors du coup, je suis sûr que tu vas nous parler d'autres trucs problématiques que t'aimes bien quand même, non? Ah ouais, en fait, on va aller sur le versant contemporain. Je suis pas allé revoir un vieux film problématique, je me suis pas trop posé cette question. Mais l'idée de ma chronique d'aujourd'hui, elle m'est venue quand je préparais l'émission. Je me suis rappelé qu'à la fin de chaque épisode, normalement, on a un segment de conseils. Donc cette fois, on va être peut-être un peu emmerdé parce que notre thème cancel, c'est littéralement déconseiller des trucs. Alors on verra tout à l'heure comment on s'organise avec ça, c'est pas pour tout de suite. Mais ça m'a fait me demander, est-ce qu'il y aurait moyen de faire une chronique cancel, mais en conseillant quand même quelque chose? Ce qui m'a amené à une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des films ou des séries qui mettraient en scène la cancel culture et si possible, des films ou des séries cool? Parce que s'il y en a, mais qu'au final je dois les cancel, j'ai pas résolu mon problème initial. Toi, tu te poses des défis, hein. Ouais. Mais je vais vous conseiller une série qui est sortie sur Netflix en août 2021 qui s'appelle The Chair, Directrice en français. Une série qui a été la première à naître du multi-contrat d'exclusivité signé entre la plateforme Netflix et le duo des créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, qui agissent ici comme producteurs cadres, executive producers. Et David Benioff est d'ailleurs le mari de l'actrice et désormais scénariste Amanda Peet, qui a co-créé cette série avec Annie Julia Wyman. Alors, je vous raconte un tout petit peu. La série suit le personnage de Ji-Yoon Kim, interprété par l'actrice Sandra Oh, qu'on a probablement déjà vu dans Grey's Anatomy ou dans Killing Eve, par exemple. Ouais, ok. Elle joue une brillante professeure de littérature américaine et au moment où on la rencontre, elle vient d'accéder au poste de chair, donc de directrice du département de littérature américaine de l'université fictive de Pembroke. Et tout de suite, en fait, elle va devoir gérer un shitstorm de crises diverses, tout en réalisant que son pouvoir à elle est extrêmement limité et que si elle est la première femme, qui plus est racisée, à obtenir ce prestigieux poste de chair, c'est sûrement parce que le département est au bord de péter et qu'on préfère qu'il pète dans les mains d'une femme. Ah ouais. Classique. Donc, voilà. La stratégie de LREM depuis 5 ans. Donc, une bonne stratégie qui a fait ses preuves. Et donc, parmi les crises qui font les différentes intrigues de cette mini-série, je vous en cite quelques-unes. Donc, l'équipe de profs est constituée de très vieux hommes blancs qui coûtent très cher, mais qui n'enseignent que très, très peu. Et donc, elle est chargée d'en pousser 3 à la retraite. C'est sympa, déjà, comme première mission. Ouais, c'est un vrai problème, hein. Si vous connaissez pas le monde universitaire, je vous assure que c'est vrai. Ouais, parmi ces vieux profs, justement, la seule femme voit son bureau déménager de force dans les sous-sols du gymnase. Donc, c'est très classe de choisir celle-là. Donc, elle va devoir un peu se battre quand même avec elle, même si elle fait partie un peu de la liste des gens qu'il faut virer. C'est compliqué. Et puis, d'un autre côté, on lui met des bâtons dans les roues quand elle veut aider la promotion de Yaz, une jeune prof brillante
et dont les thèmes de recherche et les méthodes d'enseignement sont plus innovantes. Et évidemment, c'est une jeune prof noire. Sinon, on lui mettrait moins de bâtons dans les roues. On lui impose notamment de refuser à Yaz une conférence honorifique pour la donner plutôt à l'acteur David Duchovny, alors qu'il est plus ou moins dans son propre rôle, ce qui est assez drôle. Il cherche à se donner une sorte de prestige académique et donc à faire une conférence de littérature en disant que lui, il avait fait un master de littérature avant d'être acteur. Ah, ça donne envie. C'est un de ses meilleurs rôles en plus. Bon, et puis surtout, le gros morceau de cette série, c'est le personnage de Bill Dobson, un ancien romancier à succès devenu enseignant assez charismatique, assez classe. Il était d'ailleurs, on le comprend, directeur du département avant Ji-yoon. Sa femme est morte, sa fille quitte la maison pour aller à l'université. Il est dépressif, alcoolique, il n'a pas préparé ses cours. Il s'occupe pas de sa doctorante, c'est le pire, je pense, dans la liste. Et surtout, bon, les énormes problèmes arrivent dès l'épisode 1. C'est pas un gros spoiler, c'est le nœud du problème. Lors de l'introduction d'un cours sur l'absurde, il tente une opposition entre fascisme et littérature de l'absurde et il ponctue sa démonstration par un petit salut nazi qu'il veut ironique. Alors que bon, dans la liste des choses qui se qualifient pas comme potentiellement ironiques, le salut nazi est clairement quelque part sur le podium, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai qu'on en voit assez peu. Mais il a la gueule de bois, je crois, pendant ce cours. Oui, il a la gueule de bois, voilà, c'est ça. Et sa fille vient de partir, il est tout seul. Ça, il y a la culture de l'excuse, là. Voilà. Non, mais l'excuse scénaristique, en tout cas, elle est là. Donc, vous voyez que la série touche à un paquet de sujets intéressants. Agisme, sexisme, racisme, intersectionnalité, mais aussi le mépris des sciences humaines, une mise en scène de la culture du call-out, donc de la dénonciation des comportements toxiques, et puis une mise en scène de la cancel culture, avec des guillemets, parce qu'évidemment, c'est une formulation qui nous vient de droite, on va en reparler. En tout cas, ici, une mise en scène des limites de la liberté d'expression en contexte académique, pour le dire de manière un peu enrobée. Et en l'occurrence, dans la série, on n'a aucun doute sur les intentions du personnage de Dobson, au sens où ça n'est pas un suprémaciste blanc, c'est un gars dépressif, comme tu le mentionnais. Et il faut dire que l'acteur Jay Duplass est très très bien choisi pour jouer ce personnage, parce que d'abord, c'est un excellent acteur, et puis rien que pour rendre cette scène-là crédible, il fallait quelqu'un qui soit capable de faire passer le truc. Parce qu'honnêtement, sur le papier, il se dit, OK, il fait un cours et au milieu du cours, il y a un petit salut nazi pour faire une blague. Bon, il le joue très bien, rassurez-vous. Mais on n'a aucun doute non plus, et c'est ça l'important en fait, sur la légitimité de la réaction des étudiants et des étudiantes. Donc, manifestation, demande de démission, etc. Et d'ailleurs, le personnage de Ji-yoon ne va pas minimiser le problème. Si on dit qu'on suit son point de vue moral à elle dans la série, il est nuancé parce qu'elle a une relation personnelle avec le personnage, mais il est tout de même clair. On ne fait pas un salut nazi par antiracisme. Désolé, allô, quoi. Donc, voilà, on est de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Attention, quand je dis il n'y a pas de doute, ça dépend quand même de qui on parle. Parce que The Chair a reçu quelques bonnes critiques venant de droite. Par exemple, une critique de Thomas Sotinel dans Le Monde. Et surtout, je l'adore, la critique de Florence Colombani dans Le Point, qui s'intitule « Splendeur et misère de la cancel culture ». Rien que ça. Alors, il faut dire, pour agiter tout de suite les drapeaux rouges, que Florence Colombani, elle a écrit plusieurs livres monographiques. Accrochez-vous. Un sur Woody Allen, un sur Polanski, un sur Marlon Brando, un sur Leonardo DiCaprio. C'est parfait. Ah, mais c'est une passion à ce niveau-là. C'est une passion. Et pour couronner le tout, elle a une apparition dans le film Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Raph, je te laisserai juger plus tard. Mais en tout cas, une bonne cliente pour nous. On peut l'inviter. Putain, mais ouais. Moi, je vais la suivre sur Twitter immédiatement. Et lui proposer un droit de réponse immédiatement aussi. C'est ça. Je vous la cite. Tiens, d'ailleurs, tout de suite. Alors, la série Netflix plonge dans le monde des universités de prestige et égratigne avec drôlerie les dérives du wokisme. Une réussite, dit Florence Colombani. Et Sotinel dans Le Monde. Vu de ce côté-ci de l'Atlantique, les campus américains ressemblent à de grandes étendues embrumées, jalonnées de panneaux indicateurs indéchiffrables, trigger warnings, cultural appropriation, critical race theory. En 6 épisodes, Directrice propose un guide comique de cet univers qui excite si fort les imaginations européennes. Alors, vous voyez,
On a le gros bingo boomer de droite, les dérives du wokisme d'un côté, et puis pour Sotinel, le classique discours de l'importation de trucs américains qu'on comprend pas et qui n'ont rien à faire chez nous parce que vous comprenez, le contexte est différent, quoi. Donc ça, c'est vraiment les classiques. Comme quoi, il y a un fil rouge dans notre podcast, c'est que à chaque fois on dit les gens de droite ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Ils lisent toujours de travers les films. Ou ils comprennent ce qu'ils veulent, c'est ça. Ouais, voilà. Plutôt, ouais. Bon, ce qui est intéressant, en plus, dans cette série, c'est qu'elle se déroule sur un campus états-unien et que les universités, c'est le lieu qui cristallise par essence la plupart des paniques morales lancées par les conservateurs depuis des décennies. L'arc narratif sur le salut nazi, c'est très comparable en fait au roman La Tâche de Philip Roth, par exemple, qui est sorti en 2000. Ça commence déjà à dater, mais en fait, les paniques morales sur l'université, il y en a en fait au moins depuis le macartisme, quoi. Puis en France, pareil, au moins depuis mai 68, Frédéric Vidal et les islamo-gauchistes à l'université, le colloque de Blanquer sur le wokisme, etc. Donc c'est toujours des gens qui mettent pas leurs enfants à l'université, mais dans des écoles de commerce, mais qui s'inquiètent beaucoup de ce qu'on fait à l'université parce que c'est un peu trop de gauche, quoi. Et là, vous allez me dire, Robin, tu avais annoncé que tu n'allais pas cancel la série de ta chronique. Et pour l'instant, tu as cité que des critiques de droite sur la cancel culture et le wokisme. Et alors, est-ce que c'est vraiment une série de droite, oui ou merde? Bon, tu l'avais un peu anticipé, Raph. Les fachos se sont un petit peu emballés quand même tout seuls sur la série. Mais au fond, ils ont un peu raison. Parce que... Ah, quand même. Peu importe que la série soit un peu nuancée, ils étaient contents, j'imagine, parce que la cancel culture était représentée. Et je l'ai dit en intro de cette chronique, c'est pas si souvent que ça. Et comme la série est quand même comique, ils ont ri aussi de la cancel culture. C'était cool pour eux. Après tout, ils font ce qu'ils veulent des œuvres. Nous, on a bien essayé de rire des films problématiques tout à l'heure. Donc, c'est exactement le même truc, mais à l'envers, quoi. Ouais, c'est de bonne guerre. Ils se moquent de nous. Mais bon, en fait, c'est pas trop de la cancel culture, ni de la liberté d'expression ou de la liberté académique qu'il est question dans la série, plutôt du fait de devoir répondre de ses actes, comme dirait le slogan d'une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kaléidoscope, on peut plus rien dire sans être tenu responsable pour ses propos. Mais ça, c'est plutôt de gauche quand même. Parce que si on regarde un peu, ça marche pas trop, le truc de The Chair, série de droite. Et pour tâcher de le montrer, je vais terminer cette chronique avec 2 choses. La première, c'est vous décrire quand même la première scène du premier épisode de la série. Ça commence avec le Gloria en ré majeur de Vivaldi, donc un chant à la gloire de Dieu, quoi. C'est très enjoué, c'est laudatif, ça envoie. Et pour nous montrer le personnage principal, Ji-Yoon, qui traverse le campus pour arriver à son nouveau bureau, ça donne quoi? Des plans fixes sur des bâtiments, il y a de la neige, des arbres nus, et puis il y a plein de plans de coupe qui sont des très gros plans qui isolent le regard peint de vieux hommes blancs sur des portraits. Il y a des tranches de vieux bouquins dans des bibliothèques avec de la poussière, etc. Jusqu'au dernier plan de la scène. Donc la caméra est face au personnage, elle s'assoit à son grand et nouveau bureau, la chaise craque et elle se pète la gueule. Et comme si on n'avait pas encore bien compris, un cut sur le titre de la série, en blanc sur fond noir, The Chair. Et donc, si on n'avait pas compris l'analogie, elle est de plus en plus évidente. La chair qui s'effondre, c'est cette nouvelle directrice aussi, Chair, qui va s'effondrer sous le poids de ses propres responsabilités. Oui, mais pas seulement, parce que Chair, ça a aussi un sens un peu plus abstrait. C'est la directrice, oui, mais c'est aussi la direction. La fonction. On dit la chair avec un E en français. C'est un peu désuet, mais c'est ça, l'idée. C'est vrai. Et là, on touche à un endroit intéressant. Ce qui s'effondre, c'est pas la personne, c'est l'institution. Même pas capable d'offrir une chaise en bon état à la directrice d'un département. Totalement réaliste, ça. En plus. Oh oui. Donc, on parle de choix institutionnels, matériels, financiers. Et le deuxième point, pour terminer, qui est important, c'est le très grand nombre d'articles qui ont été publiés par des universitaires, surtout en Amérique du Nord, et qui parlent de la série. Alors, je vous donne des exemples. Dans la série, il y a une vieille prof dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle brûle les évaluations de son enseignement par les étudiants parce qu'elle refuse de les lire. C'est un truc très nord-américain, ça se fait aussi au Québec. Là, à la fin d'une session, les étudiants, de manière anonyme, vont noter puis critiquer les profs, en gros. Eh bien, à ce sujet, j'ai lu un article très intéressant écrit par 2 universitaires autochtones d'une université australienne qui explique, en se basant sur cette scène, que, oui, les évaluations d'enseignement anonymes,
c'est un vecteur de racisme, de sexisme, d'agisme, et que ça génère de graves problèmes de santé mentale chez les enseignantes femmes, chez les personnes racisées, chez les personnes perçues comme queer, etc. Et puis j'imagine ça génère aussi des problèmes de confiance en soi chez les profs qui commencent. Oui, exactement. Ça doit être super compliqué. Mais je crois que j'avais déjà des potes qui m'avaient parlé de ça. Ouais, c'est atroce. Moi, ça m'est arrivé, c'est vraiment affreux. Faut juste s'en foutre. Elle a raison dans la série. Oui, et puis tu peux avoir une notation de vengeance comme ça. Ah oui. Puis des commentaires... C'est même plus une question d'appréciation. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas importé et c'est pas plus mal. Pas encore importé. Pas encore. Autre exemple, j'ai vu une communication scientifique sur le cheveu blanc féminin et les rapports de pouvoir dans l'enseignement, qui se basait sur cette série, encore une fois sur le personnage de la prof la plus âgée. Et puis surtout, j'ai lu plein d'articles où, en citant la série, les profs témoignent de leur réelle souffrance en tant que cadre médian à l'université. Et sur ce point, la série semble assez réaliste. C'est un niveau hiérarchique avec peu de pouvoir, mais beaucoup de pression. Il y a des logiques managériales et décisionnelles qu'ils et elles n'approuvent généralement pas, plus ou moins obligés d'appliquer bêtement, etc. Donc, beaucoup de souffrance. Alors, c'est clairement biaisé. De la même manière que mes fachos tout à l'heure, une série qui représente des profs, qui montre leurs problèmes, c'est normal qu'elle ait fédéré des profs. Et en comparaison, les séries d'habitude qui se passent sur les campus, elles représentent majoritairement des étudiants et des étudiantes. Et là encore, c'est normal d'être content d'être représenté pour une fois. Mais quand même, j'ai l'impression que cette appropriation plutôt de gauche de la série du côté des profs est vachement plus massive que les quelques articles de droite et de mauvaise foi que j'ai pu lire qui étaient contents de dire que c'était une série contre la cancel culture. Donc, deux conclusions. Est-ce une série de gauche, même si quelques boomers l'ont aimé? Faites-vous une idée, regardez The Chair sur Netflix, c'est 6 épisodes de 30 minutes, ça fait 3 heures, c'est moins long que la moyenne des Kubrick ou des Sergio Leone. Et en tout cas, on peut se réjouir qu'elles servent à déclencher des discussions dans notre camp, et quand je dis notre camp, je dis à gauche en général, pas juste chez les universitaires, même si c'est déjà pas mal. Et deuxième conclusion, ce n'est pas la cancel culture que vous n'aimez pas, c'est le patriarcat, ou le néolibéralisme, ou les fachos, ou en fait Emmanuel Macron, quoi. C'est tout. Oh là là, belle conclusion. Est-ce que vous aviez vu la série? Non, mais ça donne vachement envie. Oui, moi je l'avais vu. Je l'avais vu il y a un moment en plus. Elle est sortie il y a... C'est ça, fin de l'été 2021, donc il y a un peu plus d'1 an. Je crois, j'ai dû la regarder en novembre dernier, quelque chose comme ça. Et tu valides du coup cette gauche? C'est surtout qu'on suit beaucoup le personnage principal et on voit qu'elle est complètement écrasée par le système et que même si elle tente des trucs, il y a tout le temps des personnages pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et je comprends pas que des personnes de droite aient aimé cette série, en fait. On en revient à une discussion que j'ai eue sur Twitter il y a pas longtemps, où ce qu'on retient des œuvres, en fait, ça en dit bien plus sur notre vision des choses que ce qu'on perçoit de la démarche artistique derrière. Ouais, clairement. C'est vrai, mais il y a des œuvres que les gens de droite peuvent pas avoir, quoi, où ils seraient vraiment trop choqués. Alors que là, visiblement, c'est suffisamment lissé pour que quand même ils kiffent. Écoute, à partir du moment où l'extrême droite a pu apprécier Matrix, voilà. Bah ouais, non, mais merci Robin. Moi j'aime toujours bien faire ça, faire les conflits d'interprétation sur une œuvre. Je trouve ça toujours passionnant en fait, parce que vraiment c'est là que tu vois que un film c'est tellement plus que ce que tu vois pendant 2 heures sur l'écran. Ça génère des débats sans fin, c'est capable de fédérer des communautés ou au contraire de les diviser. Enfin, moi, je trouve ça génial, en fait. Mais là, c'est ça, j'étais fasciné de lire ces critiques. Pas très étonné, dans le fond, parce que comme je le disais, oui, ils ont vu ce qu'ils appellent cancel culture, les profs peuvent plus rien dire. Oh, un petit salut nazi quand on est bourré, bon, c'est pas si grave, on comprend le pourquoi. Mais, je veux dire, la série, à aucun moment, prend son parti, quoi. Bien sûr qu'ensuite, on le suit, essayer de voir comment il va démêler ça pour essayer de prouver sa bonne foi, mais l'enjeu, il n'est pas là. Il est de toute façon, il faut gérer les conséquences de cet acte qui... oui, enfin, de la même manière qu'il y a des films où tu vois un mec commettre un meurtre, et puis après, tu le vois essayer de gérer le truc en cachant le corps. Mais ça veut pas dire qu'on cautionne le meurtre, ou je sais quoi. Ah, on peut même plus on peut même plus commettre un meurtre. Ah, franchement, vous avez vu après, quand même, le bordel que c'est, faut le mettre dans le coffre. C'est ça. Vous aviez pensé à des exemples, quoi? Si je vous dis... Voilà, un film dont le sujet ou dont la culture de l'annulation serait un peu un des sujets. Est-ce que Annette, ça parlait pas un tout petit peu de ça?
quand il y a les histoires qui tombent sur le personnage d'Adam Driver, là, qu'à un moment il regarde ça dans la voiture et qu'il se rend compte je sais pas, ça parlait pas un peu de ça, de comment ça allait se gérer après? C'est vrai. Il me semble que ça a été un peu un sujet. D'ailleurs, je m'étais dit à ce moment-là que c'est un film assez moderne sur ce point de vue-là. Ouais, c'est vrai. Et puis la scène avec la dénonciation, avec les 6 femmes qui se mettent à parler en chœur et tout. Ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple. J'avais pas pensé. On en a déjà beaucoup parlé de ce film dans le podcast, donc c'est bizarre que j'y ai pas pensé, mais en même temps, peut-être que c'était pas le moment d'en reparler. C'est pas le sujet du film, c'est un aspect, c'est une scène. Ouais. Ah, dans The Square de Ruben Östlund, il y a le moment où effectivement il va trop loin dans la performance artistique. Je sais plus pourquoi exactement, et où d'un coup il y a une mécanique que les droitards pourraient appeler de cancel qui se met en place, où il est obligé de démissionner de son poste de directeur du musée, etc. Oui, il y a une scène super intéressante qui est une conférence de presse où du coup s'affrontent les personnes qui disent c'est de la censure, vous devriez aller plus loin dans l'art, vous devez assumer, vous êtes en train de vous auto-censurer et vous allez démissionner pour ça, et d'un autre côté les gens qui disent vous vous rendez compte à quel point c'est offensant et c'est oppressif ce qui s'est passé. Et ouais, là c'est vraiment une scène qui parle de ça. Vrai. Ah bah vous voyez qu'on en trouve quand même des bons exemples de films qu'on conseille. Super film, The Square, et j'ai bien hâte de voir le nouvel Östlund là qui devrait sortir ou qui est sorti, je sais pas. Ouais. Triangle of Sadness. De nouveau il y a Palme d'Or. Quelques avant-premières là, à l'heure où on enregistre, et les retours sont bons, donc ça donne envie, ouais. Excellent. Bon, c'est bien qu'on ait un peu des conseils, des choses constructives un peu dans cette émission Cancel. C'est bon. Il y en aura bien quelques-uns. C'est ça. Bon, comme d'habitude, au milieu de l'émission, on se prend une petite pause pour jouer un jeu qui cancel aujourd'hui, un jeu autour du cancel. Raph. Oui, c'est un jeu que j'ai intitulé La Coupe du Monde des sacs à merde. Alors, vous allez voir. Pourquoi ? En fait, c'est parce que d'habitude, on nous reproche toujours de pas faire de distinction, de cancel tous les hommes, qu'on peut plus rien dire, du coup, même la plus petite erreur et tout ça. Et bah, du coup, voilà, maintenant, je vous propose, on va essayer de juger s'il y en a qui sont pires que d'autres. Et pour ça, on va faire un grand tournoi. C'est un peu sur le modèle, moi j'avais été très très passionné il y a quelques mois, il y avait eu sur Twitter le grand tournoi des droitos, et oui. Le but c'est de voter pour celui qui a le plus de droite, quoi. Donc voilà, on va faire ça, phase de poule, élimination directe, et jusqu'à la grande finale pour désigner le roi des cons, quoi. Voilà. Je pense que je vous propose de faire ça. Donc voilà, je vous les propose comme ça. On va voir ensemble. On va faire ça démocratiquement, évidemment. Et donc j'ai pris un certain nombre de personnages du monde du cinéma qui mériteraient peut-être d'être cancel, je sais pas. Et je les ai répartis aléatoirement. Donc vraiment, il y a que la main de Dieu ici qui décide. Est-ce dans qu'on des peut poules. cancel la main de Dieu? Voilà, bah, Déjà, on voilà. cancel Dieu, oui, c'est ça. Tant qu'à faire. Et voilà, ça commence, putain, ils sont intenables. Et petite précision, pour corser le jeu, je vous ai donné à chacun des missions secrètes. Donc vous avez chacun des écuries, vos poulains, et vous devrez les défendre et les faire aller le plus loin possible dans la compétition. Donc voilà, l'écurie de la pieuvre, l'écurie de la lanterne et l'écurie de l'œil s'affrontent, et on révélera au moment de la toute fin du jeu, évidemment, qui était qui. Et c'est pas qu'un jeu, parce que ça permettra peut-être aux auditeurs et aux auditrices de découvrir que certaines personnes qu'elles adorent en fait sont cancel, et pourquoi. Et c'est vrai que ça peut être utile en vrai. Ça va être un nouveau jeu interactif où toi t'es là. Ah, moi j'adore tel acteur. Alors en fait. Ah bah non. J'ai cru que t'allais dire ça permettra aux gens de découvrir que j'aime les pieuvres. Non. Ça, si vous suivez, normalement vous savez. Bon allez, on y va. Alors, première poule. Je vous demande de voter sur le pire entre Klaus Kinski, Gérard Depardieu et Kevin Spacey. Le plus cancel, allez-y. En quelques mots. Ok, je sais pas, mais pour moi, le moins cancel, c'est Gérard Depardieu. Parce qu'on parle plus de politique que d'agression. Ah, il y a une accusation de viol quand même. Ouais, mais une. Ouais, puis il est quand même proche de deux dictateurs qui exterminent certaines personnes dans la population. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Ah, Kevin Spacey, il est quand même très cancel, hein. Parce que là, il y a des accusations de pédocriminalité, manipulation de jeunes garçons, non Ouais. Ouais, non, pour moi, c'est le pire, celui-là. Le moins cancel, c'est Klaus Kinski parce qu'il est mort. Ouais. Ah ouais, on revient sur le débat plus de d'enjeu. est-ce que c'est dans le passé ou est-ce qu'on l'érige au présent comme un grand Et acteur. du coup, faut qu'on se mette d'accord, c'est ça? Non, au bout d'un moment, il y en a un qui se distingue. Ok. Non, mais Moi, Kevin il a Spacey. quand même construit toute sa carrière vraisemblablement sur
sur ça, quoi. Donc, c'est atroce. C'est parti pour Kevin Spacey. Deuxième pool, Steven Seagal, Cédric Jiménez, Mel Gibson. Oh. Je sais pas ce qu'il a fait, Steven Seagal. Il est proche de Poutine et il a été très agressif. Il a été physiquement violent avec des acteurs avec qui il a tourné sur les tournages. Ok. Oh, puis il est shérif, non? Déjà, il est lui-même. Enfin, je veux dire, Techniquement, je crois qu'il est bouddhiste aussi. ça, c'est cancel aussi maintenant. Hein. C'est bon. Toutes les religions, on a dit. Non, Mel Gibson, je dirais. Mel Gibson, ouais. Ouais, bon, je suis d'accord, c'est bon. Allez, Mel Gibson. La troisième pool, attention, il y a du lourd. Roman Polanski, Johnny Depp et Mai Wen. Mai Wen par rebond parce qu'elle trouve que c'est intelligent de faire un film en ce moment avec Johnny Depp. Ouais, mais bon, on va pas cancel plus une femme que la personne principalement concernée. J'avoue, là c'est chaud, quoi. Bah, moi, pour moi, c'est Elle s'est Polanski. retrouvée Hein. dans une bonne pool, elle. Ah, C'est clairement, Polanski, c'est obligé, c'est Non, vraiment je le pense pire. qu'il n'y a pas de doute non plus. Mais... Parce que là, on est vraiment dans le cas que je disais, de la violence qui se voit dans l'œuvre. Donc, Ouais. Donc on notera que pour nous, les viols, c'est plus grave que les violences conjugales. Oh, Si c'est ça la Si on le dit conclusion comme de ton ça. jeu, t'es un salaud rap, mais Horrible. Je n'ai jamais dit ça. On te cancel direct. Ah putain, je savais que je ça sais allait même pas voir. pourquoi on a accepté de faire ce jeu. on va tout couper. Allez hop, on passe à la poule 4. Michael Bay, Chris Pratt et Jean-Luc Godard. Chris Pratt? Homophobe. Ah ouais? Bah, il est dans une espèce d'église évangéliste qui anti-LGBT. Ah, moi je vote pour lui parce que je tombe des nues. Ouais, il avait dit aussi que sa meuf a été géniale parce que elle faisait tout à la maison et qu'en échange, il ouvrait un bocal à cornichons et que c'était ça l'amour vrai, un truc comme ça. Et j'ai oublié qui était face à lui, mais c'est bon, moi je suis convaincu là. Michael Bay et Godard n'avaient aucune chance. Ouais, c'est Chris Pratt. Chris Pratt. Cinquième poule, Emir Kusturica, Lars von Trier, Woody Allen. Il y a du lourd aussi là. Woody Allen. Ouais. Lars von Ouais. Trier, il se défend quand même parce qu'il s'est déguisé en Hitler. Il est accusé d'agression sexuelle par Björk et il y a quand même pas mal de trucs. Ouais, sur les tournages, c'est ce que tu disais, c'est là que ça se passe. Puis avec Nymphomaniac et il a des films quand même qui posent vraiment problème aussi. Après, bon, c'est vrai qu'il y a Woody Allen en face, donc... Ah, est-ce qu'il va être éliminé dès le premier tour, un des favoris comme Il y a ça match. C'est triste. Non, il y a Woody Allen en face quand même. Allez. Ouais. Allez, honnêtement, Woody Allen, il passe. Poule 6, Jennifer Lawrence, Joss Whedon et Quentin Tarantino. Attends, Tarantino pour l'ensemble de son œuvre. Moi, je dirais Joss Whedon parce que c'est quand même très hypocrite de sa part par rapport à son œuvre. Et c'est comme avec Chris Pratt, c'est la déception qui parle. Ouais, 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 c'est vrai. non, je trouve que c'est... Enfin, Joss Whedon, c'est du harcèlement au travail. Ouais, non, t'as raison. Là Plutôt encore une Tarantino. fois, c'est atroce ce qu'on est en train de dire. Mais... Non, mais disons que Joss Whedon n'a pas failli quasiment tuer une actrice de façon délibérée sur un de ses tournages. Donc Tarantino. Allez, Tarantino. Allez, Tarantino. La 7e poule, il y a du lourd aussi. Marlon Brando, Jean Dujardin et Harvey Weinstein. Mais il y a pas photo. C'est le hasard. C'est Bah, le hasard. Bah, c'est Bah, Weinstein, franchement, il y non a Weinstein Weinstein. direct, mais franchement, les autres sont charmés aussi, quoi. Ouais. Les autres sont charmés. Jean Dujardin, c'est plus politique, quoi. C'est. Ouais, il aurait mérité de dégager comme ça, mais bon. C'est ça. Je pense pas qu'il ait des casseroles d'agression et tout ça. Juste là, en ce moment, il choisit que des films d'extrême droite et il a choisi son camp, quoi. Non, il mérite juste de tomber dans l'oubli, je pense. Il défend les flics sur Ouais. le quotidien, mais bon. C'est ça. Mais bon. Ouais. On va dire que c'est moins grave. Il y a pas Allez. de doute, là, Weinstein. C'est quand même moins Weinstein, grave. même pour le Allez, symbole. Jean, tu peux retourner à la maison. Weinstein, normalement, c'est le boss de fin du jeu, je pense, quand même, là. C'est possible. J'avoue. Il y a de bonnes chances d'aller en finale, là, on va pas se C'est mentir. pas fair play. Avant-dernière poule, Ricky Gervais, Catherine Deneuve et John Wayne. Il y a peut-être un peu plus serré, celle-ci. Ricky Gervais, je vois pas. Transphobe. Ok. Non, enfin, il est en train de faire une J.K. Rowling en devenant un vieux réac transphobe. Et John Wayne? Et John Wayne était un sympathisant nazi. Ah oui. Sympathisant. Sympathisant. Et il y a D'accord. l'épisode des Oscars où l'actrice Sachin Littlefeather avait été invitée par Marlon Brando pour s'exprimer sur les représentations des Premières Nations dans le cinéma hollywoodien. Ah oui. Et le service de sécurité avait dû retenir John Wayne, qui était parti pour aller la frapper sur scène, devant tout le monde. Ouais, de toute façon, la carrière de John Wayne, c'est une mise en valeur du génocide, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est... Ah ouais. Oui, il est... Un c'est peu. vrai.
C'est Bon, quand bah, même ça. On va peut-être mettre On lui, peut alors dire même si... toujours, il y a des films un peu nuancés où il est gentil et tout, La prisonnière du désert, tout ce que tu veux, mais ça reste que c'est le cow-boy du cinéma américain. En tout cas, je l'aime bien, j'avoue, dans cette liste, je m'y attendais pas à John Wayne, mais finalement, bon client. Ouais, et il risque peut-être de passer, hein. Catherine Deneuve, elle est plus dans des affaires plus récentes, quoi, sur MeToo, sur le droit d'être importuné, tout ça. Après, bon, en plus, elle a joué dans 8 femmes, donc j'avoue que j'aurais bien envie de la faire gagner. Le pire film. De l'histoire du cinéma, c'est ça. Voilà. C'est faux. Il y a pire. Allez, il faut se mettre d'accord, là. Bah, Ricky qui tire son Gervais, épingle c'est du juste jeu qu'il est en train de devenir un vieux con cynique. Donc, plutôt John Wayne. Ouais, John Wayne. Ouais, John Wayne. John Wayne. Allez, c'est parti pour John Wayne. Et dernière poule, attention, Luc Besson, Stanley Kubrick et Chantal Lobby. Pourquoi Chantal Chantal Lobby Lobby Je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah, mais c'est tout. Ah, c'était parce qu'il fallait quelques femmes, mais c'est vrai qu'elles font des trucs moins graves quand C'est même. un peu pourri quand même, comme fin de T'as commencé nul et tu finis, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais bon. J'avoue. Ouais, c'est vrai. Ça vaut pas, je pense, par rapport à... T'as quand même Luc Besson, Ah. quoi. Luc Besson. Ouais, bah oui, Pour voilà. moi, c'est Luc Besson. Oui, je suis d'accord. Et Kubrick qui sort blanchi grâce à vos voix. Ah, Bah, il là est pas- encore, c'est... Il est pas blanchi. C'est l'histoire qui parle. Eh ben, étonnamment, il y a que des gars hein, dans la phase finale. Oh, tiens Ouais, donc. bah ça. Très étonnant. Alors, c'est parti pour les demi-finales, du coup. Là aussi, c'est tiré au hasard. Donc, la première demi-finale, c'est John Wayne contre Weinstein et Woody Allen. Pardon, mais c'est affreux ce qu'on est en train de C'est faire. affreux, c'est affreux. Non, tiens non, à le arrête. relever. Je désolidarise de ce podcast. Je plaide coupable. On ira C'était quand mon même idée. jusqu'au bout, mais c'est affreux. Bah, ça se joue entre Weinstein et Woody Allen. Non, Weinstein. Weinstein, c'est pire. Hein. Ouais, quand même, là. Mais c'est aussi par tout ce qu'il porte C'est ça? et toute l'influence qu'il a eu sur le monde du cinéma. Oui. C'est un truc plus systémique. Et pourtant, personne connaît sa gueule. Il a pas des petites phrases publiées en recueil et tout comme l'autre. Hein. C'est vrai. Bah maintenant, on la connaît bien, sa gueule, quand même, ça va. Ouais, maintenant, ouais, mais pendant longtemps, c'était un homme de l'ombre. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. C'est fou. Et bah allez, c'est parti. Deuxième demi-finale. Quentin Tarantino, Roman Polanski, Luc Besson. Faites votre choix. J'aimerais pas dîner à cette table. Non, j'avoue. Non, quand même Polanski, c'est je pense. affreux. Polanski. Mais Oui. là aussi, est-ce qu'on disait sur Weinstein, entre le côté systémique, le rapport de force permanent, Ouais, puis il y a beaucoup de foutage de gueule aussi. Ouais. clairement. Un agenda politique, Ouais. misogyne. Ouais. Allez, sans surprise, Polanski qui arrive jusqu'à la finale. Et troisième demi-finale. Là, c'est un peu les underdogs. Mel Gibson, Kevin Spacey ou Chris Pratt. J'aurais dit Kevin Spacey, mais... Chris Pratt. Ouais, ça aurait dit quand même Kevin Spacey aussi. Pour la même raison, le Ouais, truc Kevin systémique Spacey. de vraiment, il a bâti sa carrière comme acteur, puis directeur de théâtre. Ouais, t'as c'est raison. un peu Morandini, quoi. C'est le... Oh. Bah non, mais c'est vrai. Ouais, c'est Il vrai. fait passer des castings à des jeunes Pourquoi on n'a hommes. pas Morandini, en fait? On a oublié Morandini, mais c'est exactement le même scénario, quoi. Ah, c'est parce que c'est l'édition au monde du cinéma, c'est pour ça je ne pouvais pas le mettre. En fait, Kevin Spacey a quand même fait un truc horrible parce que quand les affaires sont sorties, il a essayé de détourner l'attention en faisant son coming out. Oui. Et c'est quand même un move un peu dégueulasse parce que Non, c'est clair. ça va réassocier dans l'esprit de certaines personnes le lien supposé entre agression sexuelle et homosexualité. Mm. Donc Kevin Spacey. Oui, c'est clair. Allez, ça dégage. Mel Gibson, le chrétien fondamentaliste, hop, au placard. Et Kevin Spacey qui va donc affronter en finale les deux favoris, Harvey Weinstein et Roman Polanski. Alors là... On peut Ouais. laisser, Bah, peut-être qu'on n'est pas obligé de trancher. Hein. Peut-être qu'on peut avoir un trio gagnant. Ah non, il nous faut le sac à merde en chef. Est-ce qu'on C'est comme on fait ça. un podium? On fait 1, 2, 3. De toute façon, ils sont tous les trois au-dessus du reste. Hein. Mm. Ouais, si vous voulez. Bah, Weinstein, Polanski et Spacey, peut-être. J'aurais inversé Polanski et Weinstein. Parce que Polanski, en plus, il s'en est servi artistiquement. Ouais, j'hésite. Donc, non seulement il a la position de pouvoir, mais en plus, il s'en est servi pour faire quelque chose qui l'a encore plus mis en valeur. Weinstein, comme disait Raph, ça restait un homme de l'ombre. Donc, en plus, il y a la sublimation artistique qui est en... C'est vrai. Et puis Weinstein, c'est pas un réalisateur. Ouais. Polanski, c'est Weinstein et Picasso. Oh, il doit être dans ton équipe, là. T'es en train d'essayer de le défendre. Ça y est, vous commencez à jouer stratégie. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Peut-être aussi que j'ai dû me taper sa filmo et que j'ai une revanche à prendre. Ok. Non, mais ça se vaut. Il faudrait presque ex aequo et Spacey en 3. Eh bien, il aura gagné deux choses ces derniers temps, le César
et du meilleur film et la Coupe du Monde des sacs à merde. Bravo sacs à Roman merde. Polanski. Polanski a pas été condamné alors que Weinstein a été condamné. Ça ajoute à l'horreur, je trouve. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Ça rend plus difficile de le défendre en tout cas. T'as des bons arguments. Ah, t'as des bons arguments et bravo du coup Arcani, tu as bien réussi à mener ton poulain jusqu'à la victoire. Polanski, il a été condamné. Je veux dire qu'il n'a pas été cancel. Pour une seule affaire. Il en a un petit peu plus sur le dos. Oui, enfin, il a quand même une condamnation. Ouais. Bon, il habite toujours dans son chalet en Suisse, pépère, quoi, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est même plus c'est ou moins clair. le sujet de son prochain film. C'est ça. Bon, Arcani a gagné, mais... Et ouais, Arcani a gagné. Et moi, j'en ai quand même mis 2 dans le trio de tête. Hein. Ah, toi, t'as réussi à emmener ton poulain en finale avec Spacey et t'avais Weinstein aussi, ça c'est cool. Ouais, j'ai eu Et, un super bon tirage. J'avoue. Et Alice s'est bien battue pour Chris Pratt qui a failli arriver jusqu'à la finale, mais malheureusement. J'en avais des trop faibles. Ça a été ma grosse révélation de ce jeu, Chris Pratt. Ouais. Et ben voilà. Bon bah merci d'avoir joué. Maintenant vous les auditeurs et auditrices qui sont restés jusque là vont pouvoir avoir Désolé. appris plein de choses sur les gens qu'ils aimaient bien. Message d'insulte sur Mais Twitter, bon. c'est parti. Bon, bah d'habitude, je te dis merci Raph pour ton jeu à la fin du jeu, mais là, je vais me retenir un peu. You're welcome. Et quand je vous ai annoncé qu'il y aurait des gros morceaux dans l'émission, bon, bah, on y était à pieds joints dedans et on va continuer puisque cette fin d'émission, si c'était un chapitre de thèse, elle s'appellerait étude de cas. En commençant par la plus évidente, et en même temps, si Arcani ne s'y était pas collé, perso, j'y serais pas allé. Arcani, tu nous parles de celui que Florence Foresti nommait Popol, l'année où elle avait accepté la tâche de présenter les Césars. C'est pas gênant du tout. Bon, on va pas trop la plaindre non plus, hein, elle était pas obligée de le faire, mais salut, bon, Popol, c'était bien. Bien senti, dis donc. Ouais, c'était bien trouvé. L'année où donc les Césars allaient couronner le film J'accuse de, vous avez compris, Roman Polanski. Alors Arcani, Polanski, c'est cancel là, c'est bon, c'est top 1, on l'a dit. Ben oui. En fait, c'est souvent quand on parle d'un artiste problématique, l'excuse qui revient le plus régulièrement, c'est oui, mais c'est quand même un grand artiste. et on peut pas. Il y a pas que les accusations, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup apporté à son art. Et je me suis demandé si Polanski avait vraiment beaucoup apporté au cinéma. Parce qu'effectivement, si on dit Polanski, on pense à quelques classiques, comme Chinatown, Rosemary's Baby. Les plus pointus vont dire « Oui, mais il y a le locataire quand même Ouais, le bal des vampires. ». Bah, le bal des vampires, il avait déjà un côté kitsch à l'époque, parce que, bon, déjà, il rend hommage à des films qui avaient eux-mêmes un côté un peu kitsch, mais en fait, en regardant sa filmographie, je me suis dit que c'était pas tant un grand cinéaste que ça. Parce que je n'arrive pas à trouver la patte Polanski visuellement parlant. Ouais. Et je trouve que c'est bien plus un metteur en scène de théâtre. D'où le huis clos, parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans son cinéma, et il a aussi une grosse carrière au théâtre. Il a beaucoup mis en scène des pièces de théâtre, des comédies musicales, dont une adaptée du Bal des Vampires dont on parlait juste avant, et qui a beaucoup tourné, notamment en Europe. C'est à l'époque où il avait le droit de se déplacer à l'international. Alors, ces œuvres ont le droit de bouger, ces mises en scène ont le droit de bouger. Ah, ses Ouais, œuvres, ouais. oui. Lui, il allait pas voir, ouais, c'est vrai. Mais effectivement, il a surtout mis en scène en France. Donc, en 77, il y a la première accusation qui tombe, il y a procès, et il reconnaît les faits. Mais en 78, il décide de s'évader et quitter les États-Unis. Du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que devient son cinéma après Hollywood. Donc le premier film qu'il fait en dehors des États-Unis, c'est Tess, en 1979, adapté d'un roman de... Alors, c'est pas la littérature romantique, je crois que c'est déjà le roman moderne, de Thomas Hardy. Il faut savoir que c'était une idée de sa précédente femme, Sharon Tate, qui a été malheureusement assassinée par les membres de la famille, la secte de Charles Manson. Mhm. Donc c'était une idée de Sharon Tate, qui lui a dit il faut que tu lises ce livre, il faut que tu l'adaptes. Et il décide de choisir comme actrice principale Natasha Kinski, qui à l'époque avait 17-18 ans, Polanski en avait une bonne trentaine passée, et il a reconnu dans une interview en 2007 avoir eu une relation avec cette actrice au moment du tournage. Le mec qui espère qu'on va pas calculer. C'est ça. Et en plus, elle, en interview, elle disait « Ah, il a plu, c'était comme mon père ». En même temps, vu son père à elle... Voilà, donc on a quand même déjà un parallèle d'un homme qui prend une idée de sa femme et qui a une relation avec son actrice principale qui elle-même le voit comme un père. Parallèle un peu gênant. Par la suite, il fait beaucoup de théâtre et en 86 sort Pirate, un film qu'il a quasiment désavoué en disant que les producteurs lui avaient demandé de faire beaucoup de choix scénaristiques. Il a pas eu son mot à dire sur le casting, ni sur le montage final.
Donc, est-ce que c'est vraiment un Polanski? Mhm. C'est un autre débat sur la liberté du créateur. Arrive en 1988 Frantic, sur un scénario de Polanski, où un Américain d'un certain âge se retrouve au cœur d'une conspiration à Paris. Il doit retrouver sa femme disparue, mais il y a quand même une relation très ambiguë avec une jeune femme qui est interprétée par Emmanuelle Seigner, qui va épouser Polanski un an après le film. Ok. Nouveau parallèle quand même assez intéressant. En 92 sort Lune de Fiel, qui est probablement un des pires films que j'ai vu de ma vie. C'est un des films les plus pervers que j'ai pu voir. Il y a une sexualisation de la femme-enfant qui est quasiment le thème principal. C'est sordide, c'est ultra gênant. Et c'est Emmanuelle Seigner qui joue la femme-enfant amourachée d'un auteur d'un certain âge. Là encore, un Américain à Paris. Mhm. Donc on est sur des humiliations publiques, psychologiques et physiques. Oula. Mais en retour, elle-même se venge. Elle peut se venger de l'homme qui lui a fait du mal, mais elle se venge principalement sexuellement, avec un homme noir extrêmement sexualisé. Donc en plus de la perversion, on ajoute le fétichisme raciste, et je ne suis pas étonné que ce soit adapté d'un roman de Pascal Bruckner. Ah bah tiens. Déjà le mec adapté du Bruckner, quoi. C'est ça, c'est... Le seul truc qui est bien, c'est le titre. Mais bon. 94, c'est La jeune fille et la mort, qui est adaptée d'une pièce de théâtre, qui se déroule dans l'après-dictature au Chili. Et là, on est face à un huis clos qui est plutôt très bien interprété, notamment avec un Ben Kingsley complètement à contre-emploi. Mais ce qu'il y a quand même de gênant dans cette œuvre, c'est qu'il y a beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est facilement un quart des dialogues, relate des faits de torture subis par l'héroïne, donc par une femme. Il y a des tortures physiques, psychologiques, il y a aussi des tortures sexuelles, et je rentre pas dans les détails, mais le film insiste beaucoup dessus, il y a au moins 2 monologues qui en parlent. C'est quand même aussi gênant. 99, La 9e porte, adapté d'un roman d'Arturo Pérez Reverte. Bon alors là, les femmes sont soit maléfiques, soit sexualisées, et le plus souvent les deux, puisque le diable est une femme interprétée par Emmanuelle Seigner. Ça devait être vraiment sympa leur relation, quoi. Enfin, le vertige que c'est d'imaginer que cette femme, enfin ouais. C'est ça. Et en plus, l'acteur principal, c'est Johnny Depp, qui avait exceptionnellement accepté de baisser son salaire juste pour pouvoir jouer avec Polanski. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses copains? C'est ça. En 2002, il sort quand même un peu son nouveau classique, c'est Le pianiste, qui a une dimension un peu autobiographique puisque le film se passe dans le ghetto de Varsovie et Polanski a grandi dans le ghetto de Cracovie. D'un ghetto à l'autre, je pense que les similitudes sont assez... Moi, j'aurais dit que c'était celui-là, son film que tout le monde a vu, que la génération de nos parents trouvaient génial et tout. Genre voir qu'on voyait au collège, en classe, quoi. Ouais. Alors qu'il y a quand même des passages extrêmement durs, je trouve. 2005, il fait Oliver Twist, et là je me dis, anomalie. Qu'est-ce qu'un film plutôt jeune public fait dans sa filmographie? Et il a dit en interview qu'il avait réalisé qu'il n'avait aucun film dans sa filmographie qui pouvait convenir à ses enfants. Enfants qu'il a eu en 93 et en 98 avec Emmanuelle Seigner. Donc il a fait un film pour enfants pour que ses enfants puissent voir au moins un de ses films. Un film très passable. Je le conseille vraiment pas. Très fade. En 2009, les affaires juridiques le rattrapent, puisque c'est le moment où il est assigné à résidence dans son chalet en Suisse, et c'est à ce moment-là qu'est lancée une pétition internationale pour demander sa libération. Une pétition qui a été lancée par... Weinstein? Harvey Weinstein. Ah ouais, je savais pas. Moi non plus. Qui mérite donc sa place de... Ah, il mérite sa place. C'est bon. Sa place de deuxième. Le bras droit. Homme de l'ombre, encore une fois. Et ouais, c'est vrai. Donc Roman Polanski passe quasiment une année assigné à résidence, avec des accusations qu'il réfute, bien sûr, et en 2010, une année après, sort The Ghostwriter, où un homme enfermé dans une maison au bord de mer, certes, mais on peut quand même faire le parallèle avec le chalet, au centre d'une conspiration, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, et c'est un scénario original de Roman Polanski. C'est son premier... Attends, j'ai pas suivi. C'est son premier scénario original ou pas? Bah non, parce qu'il y avait eu Frantic, avec encore une fois un homme au cœur d'une conspiration. Ah oui, mais c'est rare quand même. Il écrit ses scénarios quand il a des trucs à dire. Il adapte beaucoup, mais je vais en reparler justement à la fin. 2011, il adapte la pièce de théâtre Carnage de Yasmina Reza, où on voit des couples dysfonctionnels. Bon, encore une fois, le huis clos, le théâtre. 2013, il adapte une nouvelle pièce de théâtre, mais qui là va avoir une
une mise en scène très autobiographique, La Vénus à la fourrure. Ah oui, c'est vrai. Donc l'histoire, c'est un metteur en scène qui met en scène la Vénus à la fourrure et qui passe des auditions avec des actrices. Et c'est un huis clos entre une actrice et le metteur en scène. L'actrice, c'est Emmanuelle Seigner. Et le metteur en scène est joué par Mathieu Amalric. Mais Mathieu Amalric est coiffé et habillé, et il est mis en scène, parfois avec des jeux de lumière, pour ressembler physiquement à Polanski. Hmm. Donc on a un homme qui filme un homme qui lui ressemble physiquement, avoir un jeu érotico-malsain avec la femme du véritable réalisateur. On n'avait pas besoin d'autant de preuves, là. C'est bon. Voilà, c'est quand même très gros. On va la finir, la liste, mais on est Ouais. convaincus, je pense. C'est de pire en pire en plus. En 2017, il adapte un roman de Delphine de Vigan qui s'appelle D'après une histoire vraie, où Emmanuelle Seigner joue une romancière qui se fait petit à petit malmener puis carrément torturée par une femme qui écrit pour d'autres personnes, qui est jouée par Eva Green. C'est très très mal joué. Même pour Eva Green, j'ai trouvé ça très troublant. Tous les actrices et les acteurs sont quasiment en fausse note, c'est presque artistique à ce stade. En parallèle du tournage, Polanski est en procès en Pologne. C'est lui qui porte plainte pour diffamation contre un journaliste, Matan Ujiel, qui relate 5 viols. Il perd ce procès, et en 2019, il y a encore une nouvelle accusation qui sort contre Polanski, et c'est la consécration cinématographique. Eh oui. 2019, il sort J'accuse. J'accuse, donc l'histoire d'Alfred Dreyfus, un militaire juif accusé à tort. Bon là, le parallèle n'est même plus grossier, il est carrément insultant. Et il prépare un nouveau film pour 2023, The Palace, où des personnes sont coincées pour la nouvelle année dans un chalet en Suisse. Voilà. Il est un peu auto-centré, non Ça s'appelle de la cohérence. Un peu limite. C'est ça. Si en fait on prend toute sa filmographie post-États-Unis, on se rend compte que dans ses scénarios originaux, ce sont des hommes au cœur de conspiration, et dans ses adaptations littéraires au cinéma, les femmes sont extrêmement malmenées. Ce sont des choix de pièces où on parle de torture et d'humiliation. Elles sont elles-mêmes un peu bourreaux, mais elles sont bourreaux soit par la sexualité, soit entre femmes. Il y a un peu le fantasme femme-femme qui vient, mais c'est surtout en vieillissant. Mhm. Et je trouve que quand même, il y a un gros parallèle autobiographique. Ah bah oui, un gros, oui. Ah bon C'est- On peut interpréter une œuvre complètement en dehors de l'intention créatrice qui a été faite au départ. On peut. On l'a nous-mêmes fait dans d'autres épisodes. Mais je pense que l'artiste est son art. Il y en a chez qui c'est moins clair, mais bon, chez Polanski, enfin, j'en étais adressé des parallèles à ce stade. Oui. C'est carrément affaire film, affaire film, affaire film. Et quand on voit ce dont il est accusé, il y a pas seulement des viols, il y a aussi des cas de violence physique contre des jeunes femmes. Il y a aussi un vrai rapport de pouvoir dans ses œuvres. Donc on voit que l'artiste est dans l'art. Et je pense que vouloir séparer l'homme de l'artiste, c'est ni défendre l'art ni défendre l'artiste, mais c'est bien défendre l'homme. Et ouais. Voilà. Mm. Oh, le courage que t'as eu pour te faire dire tout ça, quoi. Et ça a des conséquences parce que, enfin, je sais pas, je trouve qu'il est pas tant cancel que ça. Par exemple, pour donner un exemple, mais j'ai un collègue d'histoire qui à la sortie de J'accuse, a emmené sa classe voir en sortie obligatoire. Oh, waouh. Alors qu'il y avait déjà des polémiques Ouais. et tout, et que les élèves avaient entendu parler des polémiques. C'est chaud. Mais c'est hyper violent C'est super pour les chaud. élèves. Bah ouais. Mais c'est pour dire que c'est pas si... il est pas cancel, en fait. Du tout. Mm. Et puis je crois que les historiens avaient quand même pas mal critiqué J'accuse sur pas mal de représentations. En fait, tout le monde a décrié J'accuse. Les historiens ont dit c'est n'importe quoi sur l'histoire. Les amateurs de cinéma ont dit bah écoutez, désolé, mais là le César c'est abusé. C'est un film totalement normal, Ouais. très classique, etc. Enfin, Mm. je n'ai entendu que des gens dire bah ouais c'est du cinéma français basique quoi. Donc personne ne. Ouais, mais t'avais raison de poser la question. Enfin, genre est-ce qu'il a un style incroyable et tout? C'est pas du tout reconnu comme un inventeur de formes, de trucs vraiment exceptionnels quoi. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment un metteur en scène. D'ailleurs, il a découvert le théâtre avant le cinéma. Hmm. Il a fait partie d'une troupe de théâtre quand il était enfant. Il a eu des prix à Cannes. Bonne question. C'est pour savoir si vraiment des professionnels du cinéma ont reconnu un intérêt, ne serait-ce que, je sais pas, de scénario. Il a eu un ours d'argent pour Ghostwriter. Donc à Berlin, Ouais. quand même. Et si, le pianiste a eu la Palme d'Or. Ah bah oui.
Voilà. Et on sait qui était président du jury. On va chercher, qu'on vérifie. Attends, je peux chercher tout de suite. Bon, remarque, C'était le dans- 55e festival et c'était David Lynch. Oh. Ah ouais, dis-donc. Bon, on l'ajoute dans la liste, hein, c'est bon. Ah, ça me fend le cœur, tiens. Mais on l'ajoute, c'est dur, hein. si vous voulez. Mais Mais je vous dis, Non. il faut arrêter d'être étonné. Mais ça pose une question, c'est vrai que tu soulevais un peu, Alice, quand tu dis il est pas vraiment cancel. C'est aussi, il y a un truc qui est que avec Polanski, on n'est pas entaché par des collaborations avec Polanski. Tu vois, là, quand tu faisais toute la liste un peu, je vois, super récemment, adaptation d'un livre de Delphine de Vigan. Mais dans quel monde t'es une romancière, tu te dis, OK, je vais céder les droits de mon livre pour que ce soit Polanski qui fasse un bouquin. Je veux dire, et ça n'a pas l'air de poser problème. Et pareil pour les acteurs et les actrices, je dirais Jean Dujardin. OK, là, Jean Dujardin, sa carrière, elle est bien à droite désormais. Mais quand même, je veux dire, on n'en a vraiment pas voulu assez à Jean Dujardin d'avoir joué Dreyfus dans J'accuse, qui était l'alter ego de Polanski. C'est clair. C'est on- Louis Garrel qui joue Dreyfus. Ah, pardon. Ben, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Merci de toi l'avoir vu. Non, mais tu vois, ben, même Louis Garrel, bon exemple. Ça. On n'en veut pas assez aux gens qui jouent ou qui produisent ou qui travaillent avec Polanski. Et il peut toujours tourner, du coup. Ouais, je précise parce que ça pourrait porter à confusion, mais quand je dis il est pas cancel, c'est évidemment, il faudrait le cancel, enfin dans le sens où il est tout à fait problématique et ce qui est là. Bah déjà, il faudrait le foutre en prison parce que ça a été prouvé, quoi. C'est ça. Je veux dire, là, Je voulais bien dire, il a reconnu, dans en les plus. faits, Voilà. personne ne l'a cancel dans le sens où il n'a pas été banni. Il est complètement légitime dans tous les cercles, et autant dans les cercles du cinéma professionnel que dans le grand public. Et ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, Robin. Il faudrait que les gens ils aient un peu honte, quoi. Et puis il est encore invité à la Cinémathèque, il est encore invité dans les festivals. Au moment où il a eu son César, Virginie Despentes disait un truc très vrai. Elle disait, j'accuse, ce qui est le plus indécent, c'est le fric qu'il a eu des producteurs français pour le faire. Et ça veut dire qu'en fait, toute la profession continue à l'arroser parce que c'est un gros film, en fait. Enfin, un gros film historique, quoi. Par rapport à la moyenne des films français, c'est énorme. Et ça a des conséquences sur les femmes réalisatrices qui arrivent pas à avoir de fonds pour faire leurs films parce qu'ils vont à des gens comme Polanski. Ben oui. Ouais, en plus c'est Alain Sard qui produit, donc c'est quand même un des piliers de la production française. Par exemple, moi, je sais que dans mes études de cinéma, bon, j'ai jamais eu beaucoup à regarder de Polanski et je l'ai d'ailleurs donc pas beaucoup fait. Mais je sais que c'est ce qui m'avait vraiment frappé quand j'ai regardé Chinatown, dont j'avais entendu des éloges monstrueuses et tout. Et j'ai trouvé le film nul, mais sur tous les plans, mais y compris sur le plan stylistique, quoi. Il est pas exceptionnel, ce film. Il invente pas grand-chose. Il est assez chiant. Ça se veut un peu un hommage au film noir, mais je trouve que c'est une version délavée du film noir. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que si on sépare l'homme de l'artiste, bah l'homme c'est une merde et l'artiste il est pas top. C'est ça. C'est ça. Après, Mais, peut-être que ces mises en scène de théâtre sont bien. Dites-nous si vous avez vu les pièces de Polanski, mais dites-le nous en off si vous l'assumez pas. C'est On vous cancellera pas, vous inquiétez pas. On conservera l'anonymat de tout le monde. Non, Ouais, mais ouais, c'est clair. c'est vraiment intéressant, c'est hyper convaincant, c'est hyper systématique aussi, comme tu disais. Là, il y a quoi, 4 thèmes. C'est le huis clos, le théâtre, la conspiration et des fois des trucs un peu fantastiques. Et le ouin-ouin. Le ouin-ouin. La perversion, c'est quand même un vrai truc chez lui. Enfin, je trouve. Il y a toujours quelque chose de malsain qui se dégage de son cinéma. Puis pour rappeler aussi que, et on a commencé avec ça tout à l'heure, Alice, on trouve quand même beaucoup plus grave quand ça se trouve, la violence se trouve dans l'œuvre. Quand la violence qui est reprochée se trouve dans l'œuvre. Et là, je veux dire, c'est presque, quand tu cherchais, elle est où la patte Polanski? Elle n'est pas cinématographique au sens où elle n'est pas audiovisuelle, mais là, elle est thématique, quoi. C'est monstrueux. C'est ça. Thématique, elle est scénaristique, ouais. Ok, ben on va te remercier d'avoir donné beaucoup de toi pour regarder tous ces films. Moi, j'aurais jamais perdu autant de temps de ma vie pour regarder tous ces films. Mais... Surtout que je les ai tous vus en un week-end. Oh boy. Wow. Bon, moi, j'ai très très peu de temps pour voir des films, donc ça compte pas vraiment comme comparaison. Mais, ouais. Mais c'était sûr qu'il faut s'attaquer aux gros morceaux aussi sur le sujet, quoi. Donc restons-y. Pour la dernière chronique, avec un qui pourtant n'a pas passé le premier tour de notre Coupe du Monde tout à l'heure, si je ne me trompe pas, mais qui y avait sa place clairement. Et évidemment, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, puisqu'il est mort. Raph, tu vas nous parler de Jean-Luc Godard. Alors, Jean-Luc Godard, on cancel.
Et ben justement, c'est ma question. Est-ce qu'on cancel Jean-Luc Godard? Et il y aurait vraiment des raisons de le faire. C'est un truc qu'on a commencé à redire quand il est mort, du coup, il y a quelques semaines. Parce que, en fait, il y en aurait des raisons de cancel Godard. Il est né en 1930, donc déjà, bon, il a la mentalité de sa génération, voilà, en un peu mieux, mais pas non plus top, quoi. Il a fait du cinéma pendant 70 ans, il y a forcément des écarts, quoi. Mais en fait, c'est vrai qu'il est moins pire que plein d'autres de son âge, il était en tout cas, parce que, chose assez rare, c'est un cinéaste qui a évolué. Sur le sexisme, par exemple, ou sur le fait de s'intéresser progressivement à des questions non occidentalo-centrées, notamment son dernier film, Livre d'images, est très convaincant sur le monde arabe, etc., et pas du tout problématique sur ce point-là. Alors que d'autres, voilà, sont restés des grosses merdes de droite toute leur vie, et ça leur pose pas beaucoup de problèmes. Oh, cite des noms. Oh bah, je sais pas, dans la même génération, Romer, par exemple, ça va pas, quoi. C'est bon. Bon. Par contre, il y a un truc quand même, c'est que Godard, paraît-il, est antisémite. D'ailleurs, même les vieux gars nuls qui d'habitude excusent tous les hommes de tout ce qu'ils ont fait de grave, et ben même pour eux, ils ont l'air de prendre le problème au sérieux. Là, récemment, Gérard Darmon, j'entendais, qui refuse de lui rendre hommage parce qu'il est trop antisémite. Darmon, qui par ailleurs est ami avec Dupond-Moretti, lui-même un grand défenseur de la cause féministe, et qui trouve que Mediapart, c'est du mauvais journalisme parce que ils font trop d'investigations. Donc, pour vous poser le personnage, lui, il défend tous les hommes, sauf les antisémites. Mais il a raison de pas défendre les antisémites, hein, par ailleurs. Sauf que... Bah, parce qu'il est juif aussi, enfin. Voilà. Je pense que ça joue vraiment pour le coup. Bah, pour le coup, oui. Donc voilà, reprenons les faits. Il y en a quelques-uns, je vous ai fait plusieurs catégories, je suis inspiré par Alice cette fois-ci. Merci. Plusieurs catégories de faits qui sont pas tous aussi graves, vous allez voir. D'abord, les déclarations qui sont antisionistes, parce que Godard, voilà, politisé pendant les années 60, donc période d'intenses conflits entre Israël et la Palestine, en particulier la guerre des 6 jours en 67, grosse attaque israélienne contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Ça a été un gros traumatisme à l'époque, plus de 20 000 morts en une semaine, c'est ce qui installe Israël comme dans sa supériorité militaire au Moyen-Orient. Donc voilà, Godard se politise à ce moment-là, il est antisioniste comme quasiment toute la gauche à l'époque, c'est-à-dire qu'il refuse la colonisation par Israël des territoires palestiniens. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs films là-dessus, il est allé là-bas pour filmer, il a jamais monté le film qu'il voulait faire parce que tout le monde est mort entre-temps dans des attaques, enfin voilà, il y a eu un certain nombre de choses là-bas. Ah ouais, c'est hard. Ouais, c'était un gros engagement de la gauche de l'époque, on va dire. Et c'est vrai que pour illustrer son antisémitisme, parfois on rappelle ses positions pro-Palestine. Et ça mérite d'être remis en contexte quand même et de pas céder à la simplification, c'est-à-dire que on peut ne pas être antisémite et rappeler qu'Israël est dirigé par un régime colonisateur qui ne respecte pas les droits de l'homme et quasiment de manière continue dirigé par des partis d'extrême droite. Encore récemment, ils ont salué le résultat des élections italiennes, etc. Bon bref. On peut aussi discuter des modalités d'action. Par exemple, on reproche à Godard d'avoir signé des pétitions pour le boycott culturel d'Israël. C'est vrai que c'est pas forcément une bonne solution, mais même lui, finalement, l'a pas appliqué très strictement, puisque certains de ses films sont produits par des producteurs israéliens, donc bon. À la limite, il y aurait un problème de formulation. C'est vrai que Godard dit parfois juif à la place d'israélien, comme un synonyme, et ça, pour le coup, c'est vraiment problématique, si on veut utiliser le terme. C'est-à-dire, c'est un problème de langage, mais c'est un problème quand même. Ensuite, il y a les rumeurs et déclarations pas vraiment vérifiables. Souvent, le même exemple qui ressort, c'est que François Truffaut, aurait vu Godard traiter le producteur français Pierre Braunberger de sale juif. Alors, on sait pas si c'est vrai. Et Truffaut, par ailleurs, a aussi ses casseroles, mais il y a des chances que ce soit vrai, puisque Truffaut, c'est quelqu'un qui a connu Godard avant qu'il soit de gauche. Avant qu'il se revendique, en tout cas, comme de gauche. Donc voilà, ça reste inadmissible. Ça s'expliquerait éventuellement, pas justifié, mais expliqué par la culture de l'antisémitisme à la fois familiale. Godard vient d'une famille bourgeoise suisse très réac, et aussi, de manière plus large, dans la France des 30 Glorieuses, ça ne choquait pas plus que ça d'entendre des insultes antisémites, comme jusqu'à aujourd'hui des insultes sexistes, racistes, homophobes. Il y a plein de gens que ça ne choque pas et qui ne voient plus la discrimination derrière. Alors évidemment, c'est choquant quand même, et c'est choquant que ça ne choque pas. Mais ça permet d'expliquer, de voir d'où ça vient. Donc voilà, inexcusable, mais par ailleurs, on ne sait pas si c'est tout à fait vrai, et en tous les cas, il l'a pas reproduit après sa jeunesse, donc on peut considérer qu'au moins il s'est amélioré, ou en tout cas qu'il a abandonné l'insulte pure et simple. Ensuite, il y a les provocations. Plusieurs phrases rapportées, notamment celle-ci, Hollywood serait un business inventé par des gangsters juifs.
Alors, référence au fait qu'il y a effectivement beaucoup de personnes juives à Hollywood dans les années 40-50, et que c'est un espace qui est considéré comme un peu à part de la société américaine, c'est-à-dire un peu plus progressiste, plus raffiné, mais du coup un peu en marge, et d'où l'idée des gangsters. Donc vraiment, voilà, si on lui cherche d'où ça vient, ça s'explique, mais effectivement, c'est quand même pas très fin. Maintenant, parce que là, on retrouve un peu le truc du complot juif et tout. Enfin, c'est Exactement. quand même des imaginaires avec lesquels ils jouent qui sont dangereux. Oui. Puis c'est pas si progressiste que ça. Non, mais un peu plus que la moyenne des Texans, Oui, tu ok, vois. Enfin, voilà, pardon. c'est ce que je voulais dire Ouais. par là. Non, mais ok. C'est ça. En tout cas, les Texans considèrent qu'ils sont trop progressistes et qu'ils sont de gauche, etc. Ça, c'est sûr. Et les Texans sont les premiers à dire qu'il y a trop de juifs et trop d'homosexuels à Hollywood. Enfin, voilà. Enfin, pas tous les Texans, hein, bien sûr. Donc Godard est Ne vous texan. choquez pas. Noto le Texan. Et ben, en fait, le pire dans tout ça, c'est que quand il dit ça, c'est même pas négatif. Si on retrouve le contexte, C'est ça. pour Godard, en tout cas, tel qu'il le pense, c'est une manière de dire que justement, lui, il s'est formé avec le cinéma hollywoodien, qu'il aime bien l'idée des gangsters, parce que lui aussi, il aime pas être dans la norme, etc. Et que dire gangster juif, bah, certes, c'est de la provoque, c'est pas très fin, mais en fait, pour lui, c'est positif. C'est ça le pire. C'est qu'il arrive à être antisémite en essayant de dire un truc qu'il trouve cool. Donc bon, voilà. Là, on commence à voir le pattern qui se dessine, hein. C'est-à-dire que, au-delà des raisons, plus ou moins, voilà, de où ça vient, il y a quand même un gros problème dans la manière de dédramatiser les insultes antisémites. Alors ensuite, il y a ce que j'appellerais les comparaisons foireuses et autres trucs de boomer. À un moment, Jean-Luc Godard s'est même autoproclamé juif du cinéma pour dire que il était persécuté par certains journalistes, donc ouin, tout ça. Oh, la comparaison. Alors, j'ai pas trouvé la source. Vache. J'ai pas trouvé la source de cette phrase, malheureusement. Mais elle est souvent rapportée dans pas mal d'articles. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant là-dedans. C'est que ça veut dire que quand il pense aux juifs, il pense à des gens persécutés. Et donc, il a envie même d'être de leur côté symboliquement, au point de s'autoproclamer juif alors qu'il l'est pas du tout. Alors, ça rejoint un truc qu'il dit ailleurs, d'ailleurs, dans un film tourné en 2007 par Alain Fleischer, qui s'appelle Morceaux de conversation avec Jean-Luc Godard, qui est une série d'entretiens avec des critiques, des universitaires et tout. Et là-dedans, Godard a cette phrase, il dit « Un catholique, je sais ce que c'est, il va à la messe. Alors que un juif, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. » Bah, renseigne-toi. Voilà. Oui, j'avoue. Pour lui, il est choqué, il est gêné par le fait que juif, c'est pas un terme aussi clair que d'autres, parce que ça désigne à la fois une religion, un peuple et une culture, contrairement à catholique qui désigne juste une religion, dans la plupart des cas aujourd'hui. Et donc, bah voilà, en fait, c'est de la curiosité malsaine. C'est regarder ce peuple-là que je ne comprends pas, et donc j'ai envie à la fois d'être comme eux, mais en même temps je les étudie comme un objet d'étude un peu étrange. Voilà, on voit bien que là il y a une culture de l'antisémitisme très présente, qui a infusé beaucoup chez lui, parce que en fait on a envie de lui dire mais ta gueule, on s'en fout de savoir si c'est un juif. Oui. Enfin, pourquoi ça te gêne comme ça? Donc c'est bien que ça vient d'un truc d'exotisation, en tout cas au minimum, quoi. Mais surtout que les gens qui veulent répondre à cette question, généralement, c'est justement par antisémitisme pour en faire un cliché, un repoussoir ou quelque chose comme ça, quoi. Exactement. Voilà. Donc il se met du côté de gens avec qui il serait certainement pas d'accord, mais qui en fait sont les vrais tenants de cette pensée-là dans la société. Bon, alors après, il y a la catégorie, on y arrive, vous inquiétez pas, de ce que j'appellerais les dérapages totalement incontrôlés à 240 sur la départementale en mode Fast and Furious Tokyo Drift. On monte en puissance, là. Voilà. Direct, là. Notamment dans le fameux documentaire que je citais tout à l'heure d'Alain Fleischer, où Godard, pendant une pause du tournage, c'est important de le noter, aurait dit la phrase suivante: « Attention, je mets un deuxième trigger warning, antisémitisme, la déclaration est assez violente. Les attentats suicides des Palestiniens pour parvenir à faire exister un État palestinien ressemblent en fin de compte à ce que firent les Juifs en se laissant conduire dans les chambres à gaz et exterminés, se sacrifiant ainsi pour parvenir à faire exister l'État d'Israël. » Ouf. Ouais, Oh la vache. Là, on est quand même sur le gros morceau. C'est-à-dire que, quand bien même on défendrait l'utilité de la violence en politique, à savoir le terrorisme pour faire exister un État qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, non, Jean-Luc, on compare pas ça avec des victimes de crimes de guerre contre l'humanité. Et puis, en se laissant conduire, waouh, putain, voilà, c'est violent, c'est ça. quoi. Et bah oui, et d'autant plus que ça reprend un cliché qui est très ancré, justement, dans certains discours antisémites, c'est-à-dire l'idée de voir la Shoah comme un sacrifice.
Ça remet de la logique religieuse dans l'extermination. Et ça laisse entendre qu'il y avait chez les victimes une capacité à accepter ce qui leur arrivait au nom de leur foi. Ce qui est en fait très dangereux. C'est évidemment un sujet qu'on n'a pas du tout envie d'aborder quand on parle de crimes de guerre, en fait. On ne veut pas savoir à quel point ça a un rapport avec la foi. D'ailleurs, c'est la même chose, même dans l'antisémitisme ordinaire, entre guillemets. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas dire holocauste quand on parle de l'extermination, parce que c'est un terme religieux qui implique un sacrifice et donc un rituel, et donc qui déplace d'une manière beaucoup trop sensible la question d'origine. Et t'as repris toi-même le terme Shoah, qui vient du cinéma, comme quoi on peut inventer de l'histoire avec le cinéma. Tout à fait. Et qui est aujourd'hui d'ailleurs pas mal admis, justement, pour parler de ça. Mais du coup, à la lumière de cette phrase qui est quand même vraiment antisémite, est-ce que tous les exemples d'avant que tu justifiais pas, mais t'expliquais avec d'autres raisons, on peut pas se dire que du coup, il y a quand même un vrai antisémitisme qui les justifie? Eh ben, c'est une bonne question. Et justement, il y a des journalistes qui ont posé la question à Fleischer, qui était du coup présent sur le tournage. Fleischer, qui est lui juif aussi, d'ailleurs. Et c'est lui qui a rapporté ces propos. Qui à la fois les rapporte et étonnamment excuse pas mal Godard en disant. Moi, je le prends comme de la provoque et je vois dans cet accès les mêmes accès d'antisémitisme qu'il peut y avoir même chez des juifs envers leurs congénères. Et il le dit lui-même en étant juif. Alors moi, je trouve ça très très laxiste quand même, mais effectivement. Après, lui, il a déjà plus le droit de dire des trucs comme ça vu qu'il est juif. Ça lui appartient. C'est ça. Et puis après, bon, il y a, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je juge pas de penser ça. Je trouve que c'est de la part de quelqu'un qui est concerné et qui connaît le bonhomme. C'est d'autant plus étonnant de voir que lui se refuse à dire c'est une vraie pensée antisémite. Par ailleurs, il y a pas mal de gens qui disent aussi oui, mais là c'est encore du discours rapporté. On ne sait pas exactement si cette phrase a été prononcée ou plutôt on ne sait pas exactement comment elle a été prononcée. Bon, je trouve là aussi c'est une défense qui est légère, mais voilà. Il y a beaucoup d'exemples quand même. Ouais. Dernière catégorie, et là justement c'est pour ajouter un petit peu de complexité en tout cas, les trucs plus compliqués que ça, comme on dit quand on aime bien chercher des petites bêtes, et qui demandent de connaître bien son œuvre. Il y a un exemple qu'on cite parfois, c'est dans le film qui s'appelle Ici et ailleurs, en 74, un passage où l'écran est divisé en deux, avec de chaque côté des images qui changent, et qui produisent des associations d'idées. Et à un moment, se retrouve d'un côté Golda Meir, qui est première ministre d'Israël à l'époque, qui a mené la politique de colonisation, et de l'autre côté, Adolf Hitler. Oh. Ouais, c'est assez connu, effectivement. Ouais. Alors, parmi les gens qui trouvent des raisons à Hitler, à Godard, et voilà, Ça, c'est on fait. dit souvent que à l'époque, c'était courant de se servir de la métaphore d'Hitler pour marquer les esprits. D'ailleurs, on a bien dit CRS égale SS en mai 68, et personne cancel mai 68. Bon. Bah, personne à gauche. Ouais. T'iras dire ça à toute la droite institutionnelle qui Ouais, personne à gauche. Ouais. pense qu'on vit dans un monde post-68 art. Ah oui, c'est vrai, personne à gauche. Ouais. Moi, je le vois autrement. Et c'est le spécialiste de cinéma qui parle, évidemment, là. Ça s'inscrit dans une réflexion qui est intéressante dans la filmographie de Godard, qui est que pour lui, le génocide juif a été tellement atroce qu'il instaure le peuple juif comme représentant éternel de la paix, comme porteur de paix dans l'histoire. Et donc, le gouvernement israélien, selon lui, aurait trahi ce destin historique en allant lui-même perpétrer des crimes de guerre en Palestine. Et donc, quand il juxtapose ces images, en fait, il ne les superpose pas. Il l'utilise plutôt comme une manière de nous donner à penser. Hitler, c'est un rappel, une mauvaise conscience historique du fait que il y a des choses qu'on ne peut plus faire après lui, et pas une vraie comparaison. Parce que pour lui, une image, c'est jamais équivalent à des mots. C'est parce que c'est pas parce que deux éléments sont ensemble à l'écran qu'ils sont égaux. Oui, ça c'est quand même, ça se défend ça. Ça se défend. Et c'est un vrai truc intéressant. Et il y a plein d'exemples passionnants dans sa filmographie en fait de ça. Est-ce que c'est pas une sorte de problématisation avec des images? Exactement. Bah oui. Tu vois, une contradiction qui génère de la pensée, qui fait réfléchir et qui montre qu'il y a un problème et que c'est plus compliqué que ça et que on peut pas répondre en 2 secondes. Bah moi je suis assez d'accord avec ça. Et c'est vrai que parmi tous les exemples que j'ai cités, c'est celui avec lequel finalement je suis le moins d'accord. Je trouve que là, quand on observe les images en se disant que ça n'est pas du texte, que c'est autre chose, eh ben on peut y voir, là pour le coup, une vraie invitation à penser. N'empêche que bon, Jean-Luc, on n'a pas tous un master de cinéma, donc la prochaine fois, essaye de faire un truc un peu moins ambigu, s'il te plaît, d'autant C'est que, vrai. en fait, c'est contre-productif, parce que ça bloque l'analyse, ça bloque et ça empêche de voir la complexité du truc. La prochaine fois, c'est quand il ressuscite. Ouais, c'est ça.
T'as raison. Oh, on aurait pu lui dire ça il y a 50 ans quand il a fait le film. Je crois que t'arrives pas encore bien à digérer. C'est vrai, Ouais, on le sent. Tu parles de lui au présent encore beaucoup. Ah, c'est vrai. Mais c'est très Il est récent, encore là. présent. Ah, les artistes vivent éternellement, vous savez bien. Puis là, il va être présent dans les rétrospectives et les hommages pendant Et assez oui, longtemps, voilà. je pense. Et donc là, il va continuer à parler, en fait. On va le faire parler pas mal, donc c'est bien d'ajouter des discours à ça. Alors voilà, en bilan, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? D'un côté, c'est un cinéaste qui est traumatisé par le génocide. D'ailleurs, il y a une anecdote qu'il raconte lui-même dans une de ses interviews où il dit « Je ne connaissais pas l'existence de la Shoah, donc enfant, parce que mes parents étaient tellement antisémites qu'ils trouvaient que c'était pas important de m'en parler. » Donc, voilà. Événement majeur pour lui du XXe siècle, c'est partout dans ses films, ça revient tout le temps, c'est pas du tout minimisé comme on pourrait le croire de l'antisémitisme ordinaire. Il y a même une thèse importante chez lui, c'est que le cinéma a manqué son rôle historique. Il aurait dû être là, si ce n'est pour filmer la libération des camps, au moins pour pouvoir en témoigner, pour en parler, et que le cinéma a été coupable de préférer faire de la propagande de guerre ou faire comme si de rien n'était en continuant à faire des films classiques. Donc, oui, il y a de l'antisémitisme chez Godard. Il y en a même pas mal d'exemples, finalement. Mais parfois de l'antisémitisme ordinaire, parfois provocateur, parfois explicite. Et ça dépend des fois. Mais ma conclusion, quand même, c'est que c'est pas Dieudonné, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait jamais été du côté d'un antisémitisme violent ou qui défend des politiques d'exclusion ou négationnistes ou ce genre de choses. C'est-à-dire négationnistes qui nient ou qui minimisent le génocide. Plutôt un fond d'antisémitisme larvé qui parfois refait surface de manière très explicite et violente, et qui peut se retrouver en fait même chez un artiste qui est pourtant hanté par le traumatisme de l'extermination. Donc un fond d'antisémitisme qu'il faut discuter, qu'il faut interroger, pas dans une optique de cancel, mais de réflexion collective sur des manières de penser qui craignent, et que parfois on intériorise malgré nous, même à gauche, et assez souvent à gauche si on en croit les quelques polémiques qui ont eu lieu autour de la France Insoumise ces derniers mois. Ouais. Donc voilà, c'est le bilan de mon enquête. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un gros sujet, ça demande d'aller chercher pas mal de choses et d'essayer de comprendre beaucoup de choses. Parce que Godard, il y a une centaine de films, faut se les taper, quoi. C'est encore plus que Polanski. Non, il y a un truc quand même dans ce que t'as dit là, et qui est une des conclusions importantes de l'émission, c'est que, en fait, on pourrait s'arrêter, et à un moment, Alice était tentée de le faire, de dire, bah, c'est antisémite, c'est tout, point barre, on arrête d'en parler, cancel. Et en fait, on peut pas. Enfin, on a le droit de le faire. Mais on a le droit de le faire, mais on peut pas, parce que c'est pas nous qui lui avons donné l'importance symbolique qu'il a dans l'histoire du cinéma. Mais elle existe, elle est là. Donc, si on veut ne pas penser à Godard, ok. Mais si on veut penser cinéma, histoire du cinéma, bah là, on est un peu emmerdé parce qu'on est obligé d'avoir Godard quelque part. Et donc, on est obligé de lui poser ces questions-là. C'est pour ça que je te suis vraiment dans l'intérêt à essayer de comprendre, en fait, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il est vraiment antisémite ou pas? Mais sans répondre de manière binaire à la question. Mais c'est justement pour savoir quoi faire avec. C'est pas pour pouvoir juger. Tu comprends ce que je dis? Et je comprends, et c'est d'autant plus... Enfin, ça rejoint ce que disait Alice tout à l'heure sur problématique, c'est-à-dire que si on dit il est antisémite et qu'on dit on veut pas s'y intéresser, on a tout à fait le droit de le faire. Quelqu'un qui s'intéresse pas à Godard, alors il a toutes les raisons légitimes de faire ça. Mais c'est important de voir qu'il y a plusieurs antisémitismes, et que celui-là n'est pas celui de Soral, n'est pas celui de Dieudonné, n'est pas celui d'un certain nombre de personnages qui, dans notre esprit, représentent quand même l'antisémitisme classique tel qu'on le conçoit. Donc c'est même plutôt pour aller plus finement et connaître les trucs sur lesquels il faut lutter, quoi. Bon, il va nous falloir un certain temps pour digérer tout ça, ne pas comme tu l'as dit, parce qu'il y a beaucoup de films, parce qu'il y a beaucoup de périodes, et aussi parce que son discours a changé. Et vraisemblablement, il n'a pas été cancel, il a continué à faire des films, son discours a continué à changer. Et c'est aussi, on est un peu obligé de s'interroger. Mais comme on l'a dit, quand je dis obligé, c'est parce qu'on essaye de réfléchir à l'histoire du cinéma, mais clairement, si vous voulez ne pas Godard, c'est bien aussi. Ouais, tout à fait. Mais surtout que là, t'as abordé la question de l'antisémitisme, mais en fait, on aurait pu cancel Godard sur d'autres sujets, comme par exemple son rapport aux femmes, qui a été aussi beaucoup analysé, surtout dans la période des années 60.
Mais sur ça, justement, c'est un des points où il s'est plus amélioré. Alors que sur l'antisémitisme, il y a un côté, même tardivement, on trouve des déclarations qui craignent. Alors sur les femmes, il y a un vrai problème dans son premier cinéma, mais qui est le plus connu. Et du coup, celui dont tout le monde parle en ce moment, parce que Godard meurt, vite, voyons 3 films, on voit les 3 plus connus, et en fait, du coup, c'est aussi les plus sexistes. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y en a de moins en moins quand même dans sa carrière. Donc c'est pas Adèle Haenel à la fin de sa vie non plus, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais bon. Ouais. Bon, là encore, je sais pas si on dit merci à la fin de cette discussion, cette chronique. Non, mais je me suis dévoué pour vous. Voilà, j'ai abordé le sujet qui fâche. C'est ça. Non, mais voilà, on l'a dit, c'est quand même important parce que on hérite de questions aujourd'hui en se posant des questions de cinéma. On hérite de questions, on hérite de panthéons. Puis bien sûr qu'on peut passer à côté. Puis c'est aussi une bonne manière de faire, franchement. Ne pas regarder les films de Polanski, au contraire de ce qu'a fait Arcani, c'est une bonne manière de se préserver, on est d'accord. Oui, puis j'ai envie de dire que autant Godard, il a amené quand même pas mal de choses au cinéma, autant Polanski, d'après ce que tu dis, on peut s'en passer beaucoup plus facilement. Oui. Ouais. Faire une vie sans Polanski, c'est très bien. Qui ne sera pas la tienne, malheureusement. Non, c'est bon, j'ai tiré un trait, j'arrête. On arrive au moment tant attendu dont j'ai parlé tout à l'heure de l'émission où d'habitude on fait des conseils. On s'est demandé, tout à l'heure, est-ce que le thème de l'émission est très propice ? On a conseillé beaucoup de choses à pas regarder, beaucoup de personnes sur lesquelles on peut ne pas s'attarder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on inverse la tendance ? On conseille des trucs cool, rien à voir avec le sujet, mais juste pour refaire notre karma, là, c'est ça ? Allez, ouais, c'est mieux. C'est pas mal. Alice ? J'ai vu un peu plus tard que tout le monde, mais il passait encore au cinéma La Nuit du 12 de Dominique Moll, et c'est un film qui aurait pu être problématique parce que c'est un film sur un féminicide réalisé par un homme, et en fait il l'est pas du tout, et c'est même plutôt un film sur un homme qui comprend progressivement le patriarcat et la violence envers les femmes dans la société, et c'est vraiment un très beau film qui m'a complètement bouleversée. J'ai sorti vraiment mais bouleversée comme jamais, quoi. Genre j'y ai pensé pendant des heures après, et c'est super fort. Donc je conseille vraiment. Ouais, il est vraiment très cool. Je conseille aussi. Raph ? Je sais pas, puisqu'on en est à conseiller des films réalisés par des hommes, mais quand même ça va, donc je vais faire le Not All Men aussi. Le dernier, George Miller, est super bien. Oui. Et il est en train de se prendre une tôle au box-office, 3000 ans à t'attendre. Alors que franchement c'est giga cool, c'est visuellement très inventif, le duo Tilda Swinton, Idris Elba, ça fonctionne de ouf, donc moi j'ai adoré, et je comprends pas pourquoi personne ne se déplace pour aller le voir. Je crois que il y a pas eu assez de com. Il y a eu aucune com. Ouais. Ça joue, hein. Ouais. Et vraiment, Miller, bon exemple de mec qui a progressé de ouf dans sa carrière, quoi. Il est parti des premiers Mad Max qui sont bien mascus, un peu à l'ancienne et tout, à des films vraiment totalement ok avec nos valeurs et tout ça, donc avec plein de personnages féminins, notamment Mad Max Fury Road qui était super cool, et enfin ouais, c'est clair qu'il a compris un peu des trucs. George Miller, ça fait plaisir. Est-ce que ce serait pas lié à son végétarisme? Je vous invite à écouter l'épisode 3, je crois, de Une invention sans avenir, où on en parlait déjà de ça. Et oui. Bon, Arcani, toi, t'as des conseils? Moi, j'en ai déjà beaucoup parlé sur Twitter, mais je vais en reparler encore une fois. C'est Everything Everywhere All at Once, et je l'ai très mal prononcé. Ouais, on s'en fout. Il est dur. Deux mecs aussi, d'ailleurs. Et je sais que tout le monde n'a pas aimé. J'ai jamais autant pleuré sur un film. Après, c'est positif, là où je l'entends. C'est pas pleurer de nullité. Non. C'est aussi inventif dans l'écriture que dans la mise en scène, et j'ai appris que les effets spéciaux avaient été faits uniquement par cette personne, toutes autodidactes. Aucune n'avait de formation, et je trouve que c'est très inventif, c'est très bien joué. Ouais. Pour un film états-unien, c'est pas tant joué en anglais que ça, il y a quand même pas mal de scènes en cantonais ou en mandarin. Et puis on parlait dans l'épisode juste avant les vacances sur les paillettes, et le cucu, le camp, tout ça. On disait que l'amour et les bons sentiments c'était punk. Ouais. Ce film, c'est du punk hardcore. Oh là oui. C'est clair. Et c'est quand même un des rares films où à un moment on arrive sur des cailloux dans le désert et on se dit ah ouais quand même. Il est génial. C'est une scène vraiment très drôle. Ouais, elle est très très drôle. Non ouais, je suis d'accord. Je conseille aussi. Ouais. Franchement,
très très bon moment. S'il est encore à l'affiche, allez-y quoi. Et toi, Robin? Moi, j'aurais peut-être 2 trucs que j'ai vraiment aimé récemment à vous conseiller. Le premier, peut-être quand même un peu dur, même si c'est quand même bien parce qu'il met en valeur une grande artiste féminine contemporaine. J'ai regardé un documentaire qui s'appelle The Artist is Present sur Marina Abramovic. Je l'ai trouvé sur la plateforme Mubi. Et c'était très très bien. C'est à moitié sur toute la carrière de Marina Abramovic, qui est la plus grande représentante de l'art de la performance aujourd'hui, et à moitié sur sa plus récente performance importante, The Artist is Present, où vous l'avez peut-être en tête, c'était lors de sa rétrospective au MoMA. Elle a été chaque jour, toute la journée, assise sur une chaise, et le public venait faire pour s'asseoir devant elle et vivre ce moment de présence. Et c'est vraiment très, très intéressant, ce documentaire, à la fois sur l'importance qu'elle est là dans l'art contemporain, sur sa démarche, et puis sur cette œuvre en particulier qui est très, très belle, c'est super touchant. Il y a plein de moments où il y a un peu de la musique, des violons pour nous faire pleurer, mais on pleure juste parce que des gens sont en présence dans un musée, puis c'est vraiment beau. Donc, je vous conseille ça, surtout si vous ne connaissiez pas sa pratique. Attention, il y a des trucs un peu violents parce que elle a été aussi une pionnière de la performance par le fait de violenter son corps parfois, donc attention quand même. Et puis, mon dernier conseil, il est juste feel good, et je le dédie à Alice qui me l'a conseillé. J'ai bingé le podcast Amis, Amis au féminin pluriel, où c'est 2 journalistes qui sont très amies, dont l'une n'avait jamais vu la série Friends, et donc elles regardent ensemble la série Friends, ensemble ou pas, ou des fois elles débriefent ensemble, elles n'ont pas toujours regardé ensemble, mais c'est très très bien. Donc moi j'ai écouté en 2 jours une sorte de rétrospective des 10 saisons de Friends comme ça, et c'est vraiment super cool, c'est juste feel good. Et puis aujourd'hui on a parlé de cancel, et évidemment elles ne font pas l'économie de voir qu'est-ce qui a plus ou moins bien vieilli aussi en termes de représentation dans cette série, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Un podcast de Binge Audio, donc, qui s'appelle Amis au féminin pluriel. Et après, je pense qu'elles ont continué, notamment avec une série sur 50 Shades. J'ai pas écouté encore, mais Alice, j'imagine que tu t'y es collée. Ah, bien sûr. Et on partage un peu le même plaisir devant ces films. Et surtout, elles ont fait une 2e saison sur Twin Peaks. Oh. Et là, du coup, c'est l'inverse. C'est pas la même qui connaissait pas, donc c'est l'autre qui découvre Twin Peaks. Et c'est également vraiment passionnant. Si vous avez la flemme ou pas le temps de revoir encore une fois Twin Peaks, vous écoutez Amis. Et puis, si vous n'êtes pas quelqu'un qui revoyait tout Lynch tous les ans. En plus, on la cancel aujourd'hui, Lynch. Fait que... allez, ciao. Ouais, voilà. Donc, des conseils quand même, des bonnes choses à la fin de cette émission. Ne faites pas comme nous, regardez des bons films. Regardez des films de la vraie gauche, et ça ira mieux dans votre vie. Voilà comment on va conclure. Ben oui, en terminant, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous et toutes si on a envie de continuer à vous écouter, à vous voir et je sais pas, à suivre vos analyses. Alice ? Sur Twitter, @philopoulpe. Raph ? Sur Twitter, Raphaël Jodon. Et du coup, maintenant, je vous ai dit que j'étais maître de conférence. C'est moi qui vous l'ai dit. Je suis maître de conférence à Caen. Donc, si vous êtes des auditeurs du podcast et que vous avez des projets ciné et tout sur Caen, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravi d'entendre parler avec vous. Excellent. Et Arcani ? Sur Twitter, @ArcaniCorvo. Et sur YouTube, Kaleidoscope. Il y a une vidéo qui devrait sortir dans pas longtemps. Mystérieux. Un react de toi pendant 24 heures à regarder. En plus, je regardais ça en étant malade, de dire la condition. Ça n'a pas dû aider. Putain, c'était un exorcisme à ce stade. C'est de la vidéo à 1 million de vues là que tu es en train de... Je te jure. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les ondes de la radio CISM 89.3 à Montréal pour parler de chansons. Et en ce moment, je dois vous dire que je suis dans une série d'émissions thématiques un peu vénères et très de gauche parce que je trouve que le temps est assez déprimant et l'agenda politique est très à droite, notamment au Québec où on est en période d'élection. Donc j'ai fait une émission antimilitariste, une émission sur les diversités de genre pour faire un peu chier les gens qui vont tomber là-dessus par hasard à la radio. Fait que je pense il y a encore des gens qui ils écoutent par hasard quoi. Ça se peut.
Bah merci pour toutes ces expériences cinématographiques d'aujourd'hui et puis d'avoir réfléchi quand même à qu'est-ce qu'on fait justement avec les films qui posent des problèmes avec un grand P, même un problème majuscule avec plein de drapeaux rouges autour. Pas juste une petite problématique comme les profs de philo ils aiment, on a compris. Non, ne confondez pas. On se retrouve évidemment dans quelques semaines sur toutes les plateformes. Allez, parlez-en à vos amis, dites-leur qu'il y a du lourd qui arrive chez nous, là, on est reparti. Ce sera la saison 2 d'une Invention sans avenir. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On est sur toutes les plateformes de balado que vous aimez. Bye. Salut. Au revoir. Pour le César de la meilleure adaptation maintenant, Roman Polanski pour Je suis j'accuse. Sous-merde. Ingénieur de mon cul. Hein, non, alors ne faites pas comme lui, faites pas les innocents, vous savez très bien de qui je parle. Y a rien de surprenant à ce que l'Académie des Césars élise Roman Polanski meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble, mais c'est pas surprenant. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le budget. Je veux dire, faut qu'on règle le problème, sinon ça va nous pourrir la soirée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec Roro? Qu'est-ce qu'on fait avec Popol? On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde.